Pour nous, la classique Whitetail, c'est en fait l'ultime façon de dépasser nos limites. De se mettre au défi et de prouver à tous que ce qui semble impossible est réalisé. Devient en fait possible avec une éthique de travail irréprochable. La classique Whitetail 2022. Team Arrow. La première équipe féminine. Des femmes patientes, persévérantes et dynamiques qui chasseront partout à travers l'Amérique du Nord. C'est ce qui va nous faire gagner la classique. Hey la gang, pour l'édition 2022, la ceinture, là, préparez-la. Et à nous autres. Classique 2022, on est prêt. L'année passée, on en a surpris plusieurs. Mais cette année, attendez-vous à tout qu'un show. Cette année, encore plus d'équipes, plus de défis, plus de challenges, mais surtout beaucoup plus de plaisir à travailler tout le monde ensemble. Il y a une chose qu'il faut pas oublier, c'est qu'on commence rien mal de perdre, nous autres. Fait que la ceinture, on doit la garder. Salut Raph. Salut Eric, bonsoir à tous. Bienvenue à ce 12e live de la classique Whitetail. On se rapproche tranquillement de la finale, mon Eric. Oh oui, un live spécial à soir. Là. Ça va être... moi, j'appelle ça le live. Il faut falloir les calmer parce que sinon, on va parler pendant 10 heures. On va être là pour les modérer, mais le sujet va être intéressant, c'est sûr et certain. On a à vous présenter ce soir Guillaume Paquette et Luc Brodeur. Donc, on a un peu les deux maestros des champs nourriciers et de l'aménagement forestier. Donc, vous allez pouvoir préparer vos questions. Il va y avoir un segment réservé juste pour les questions. Ça fait plusieurs fois qu'on le dit, puis des fois, on n'a pas tout le temps de temps, mais cette fois-ci, Eric, je vous le dis, là, à tous ceux qui nous écoutent, on va vous donner le temps. Donc, prenez le temps d'écrire vos questions, pensez-y, puis quand on va donner le go, on veut que vous écriviez vos questions, puis on va y répondre le mieux qu'on peut. C'est ça, préparez vos questions sur champs nourriciers, aménagement. Comme Raph a dit, on a les deux, on pourrait quasiment dire sommité au Québec. Hein? On ne se le cachera pas. Là. Écoute, je pense qu'on va avoir bien du fun ce soir. Là. Certainement. Donc, sans plus tarder, on va les faire entrer. Qu'est-ce que tu en penses? Ah ouais, donc. Salut, Guillaume. Salut. Yes, sir. Salut, les gars. Comment ça va? Les gars, ça va bien? Ça va bien. Ça va très bien. Ouais, vous avez, là, tu le sais, tu as 15 minutes pour parler. Donc, Guillaume, on te laisse commencer dans le fond un peu. Si tu veux présenter, quitter, je sais que les gens nous suivent depuis un bout, mais quand même, Guillaume Paquette, il connaît son affaire, mais c'est qui dans. Tu fais quoi, Guillaume? Explique-nous ça. Ben, dans le fond, ce que je fais, je fais de l'aménagement à forêt fondre. C'est la façon d'en parler. Je suis pas biologiste, mais disons que je m'attarde et je m'intéresse à tout ce qui entoure un peu la biologie, surtout du cerf de Virginie, bien entendu, mais avec les années, je me suis un peu éparpillé pour gagner ma vie dans le domaine. Aujourd'hui, ça fait 13 ans que je fais de l'aménagement forêt-faune. Ça a commencé par une job à temps partiel, comme on dit, surtout saisonnière au printemps. C'est là qu'il y a le plus de travaux à faire. Mais aujourd'hui, je gagne ma vie 100% en forêt-faune. Fait que c'est sûr que je dois toucher un peu à de la gestion disons, contrôle de prédateurs et contrôle des castors. C'est une des parties dans laquelle je travaille. Puis, bon, pour les privés, ben, je fais de la gestion de domaines fauniques puis de terres privées au niveau de l'habitat puis de la faune qui y vit. Fait que ça m'a amené à apprendre encore plus sur autre que le cerf de Virginie, mais c'est sûr que mon dada, si on peut dire, ma spécialité, c'est toujours le cerf de Virginie. C'est ce qui est mon point d'intérêt principal. Puis, eh ben, aujourd'hui, ça va être ma 13e année, dans le fond, ça va être mon 13e printemps d'aménagement pour le cerf de Virginie, que je travaille pour d'autres mondes. C'est que c'est pas juste pour moi à faire des essais puis beaucoup d'erreurs. C'est ça. Là, ce printemps, c'est pour ça que je suis top shape d'ailleurs, parce que je n'ai pas encore commencé. Parce que quand les chances partent, je peux dire que je suis plus en forme à la fin de la saison, mais je suis aussi plus magané. La plupart des gens avec qui j'en ai fait et qui ont essayé ça un petit peu me trouvent fou. Là. C'est très difficile de travailler. En tout cas, moi, je respecte les gens qui travaillent en forêt à l'année longue, là, avec une chainsaw dans les mains. Là, moi, j'ai pas le physique pour le faire à l'année longue. Quand j'ai 3 mois de fête, là, sans arrêt, là, en aménagement, j'en ai plein mon casque, comme on dit. Ça marche.
En tout cas, bref, c'est ça en gros. Moi, je vais traiter aujourd'hui de la partie un peu plus forestière, justement, là, qui, je pense, c'est une grosse lacune. Là. Les gens passent souvent par-dessus. On s'enligne souvent en pensant en aménagement vers les champs nourriciers. Je vais laisser ça à Luc pour ce soir. Mais j'avais, moi, une question parce que vous êtes invité à poser beaucoup de questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Là. On va se séparer ça, moi puis Luc, un peu plus tard. Mais moi, personnellement, la question qui me revient le plus là, depuis quelques années, c'est toujours de trouver une façon à faire des champs nourriciers avec un matériel réduit, si on peut dire, VTT, etc., puis d'être capable de ne pas utiliser de pesticides. Puis je pense que Luc, il y a avec les produits Premium Mix là, qu'il va nous présenter une partie de la solution, en tout cas, une des solutions qui est possible de faire en utilisant des semences. Fait que je vais le laisser aller avec ça, puis moi, je vais jaser un peu de foresterie après. Good, parfait. Ouais, à ton tour, Luc. Écoute, je pense que les gens me connaissent quand même assez bien. Je n'ai pas besoin de me présenter tant que ça, là, mais peut-être plus au niveau des semences, ce qui est nouveau. Là, je me suis lancé dans ce projet-là avec un groupe vraiment, écoute, un groupe sacoche. On a un des tops au niveau agricole qui travaille en arrière de nous, qui nous aide au niveau logistique. On a TFCP qui est là pour la mise en marché de ce produit-là, qui est un des plus gros médias chasse et pêche au Québec. Puis on a la gang d'Extrême CG qui sont sur la route pour vendre le produit. Puis moi, ben, je m'occupe de tout ce qui est côté technique, recherche. Écoute, on a un centre de recherche au Québec. On est seul à avoir ça. C'est un centre de recherche au-dessus de 25 000 parcelles, dont les céréales qu'on développe nous-mêmes la génétique. En plus, on teste un paquet de semences qui viennent un peu partout à travers le monde. Fait que c'est vraiment un super beau projet. Puis en plus, ben bon, les 25, tu sais, des champs nourriciers, je me rappelle, le premier champ nourricier que j'ai fait, j'avais 18 ans. Je me rappellerai tout le temps que je partais avec un rotoculteur du chemin. J'ai fait pas loin d'1 kilomètre avec dans le champ avancé pour me faire un champ grand comme la cuisine. En soya. Ça a-tu poussé? Imaginez-vous en soya, quand ça a levé, hey, écoute, ça a pris 2 jours, c'était clippé à grandeur, c'était fini. Il n'avait pas assez. Fait que je venais de comprendre que pour réussir dans les champs nourriciers, à cet âge-là, je venais de comprendre que ça prenait plus grand, puis ça prenait un peu plus, au niveau des mélanges, un peu plus stratégique. Fait que, grosso modo, les gens savent que j'aménage beaucoup aussi au niveau chevreuil, puis que ce soit un peu comme Guillaume, un peu tout ce qui est forêt, arbre à noix, arbre fruitier, tout le kit, mais je me suis spécialisé vraiment au niveau des champs nourriciers. Puis c'était vraiment, on va en parler ce soir, là, le produit Premium Mix, c'est vraiment un super beau produit. Donc, déjà, plusieurs de la classique ont essayé. Guillaume en avait, Raph, toi, t'en avais aussi, Joss en avait. Puis je pense que ça va été vraiment un bon succès. Fait qu'on. Non. Oh, Luc est parti. Luc est parti. Luc est parti. On va couper, on va enlever Luc de là. T'sais. Guillaume? Ben non, c'était pas dans mon contrat, moi. Ouais. On va demander à... Toute autre tâche connexe. Non, mais écoute, il va revenir, Guillaume, j'espère, en tout cas. Ça a vraiment lagué d'un coup sec. Bon. Si tu veux nous parler un peu de ton expérience avec les produits Premium Mix de ton côté, toi, tu avais planté ça dans plusieurs parcelles. Est-ce que tu avais fait ça seulement qu'à un endroit? Ou si... Non, j'avais 4 parcelles différentes, à peu près j'avais 2 acres et demi de champ en tout. Non, 2 acres, je dis 2 acres et demi, j'avais 2 acres de champ. Puis, dans le fond, c'est sûr que moi, j'ai semé qu'un seul mélange, qui était le mélange d'automne, je crois, maintenant qu'ils l'ont appelé, parce que là, il n'était pas encore défini quand j'ai ramassé les semences. C'était tout en vrac, puis on a fait le mix. Puis Luc, il m'a dit, mais en tant de ça, là, pour arriver d'un bon pourcentage. Mais il m'a dit ça va être le mélange exactement, qu'est-ce qu'on va avoir sur le marché. Fait que... Non, ça a très bien fait. Au Québec, dans le sud du Québec, j'ai fait une parcelle de 1 quart d'acre avec ça. Ça a très bien fait. Par contre, les champs nourriciers, c'est souvent les gens ont du succès ou moins de succès.
le sol est super important. Là. Luc pourra en parler des heures. Là, les agronomes, ils travaillent autant, sinon plus, sur le sol que sur les semences. Mais c'est la base de tout. Donc, tu sais, j'ai un super de bon sol, mais par contre, je suis en milieu agricole. Fait que, tu sais, le succès d'un champ sur l'utilisation, c'est un endroit où est-ce que c'est bon de faire un champ nourricier, mais c'est pas pour la chasse. Tu sais, c'est vraiment pour aider le cheptel. Ils vont rentrer dedans, la chasse est fermée. Tu sais, parce qu'ils ont tellement de quoi manger avant. C'est vraiment après, autour du 20 novembre, là, tout d'un coup, là, souvent, s'il y a un petit couvert de neige, 2-3 pouces de neige, là, ils vont gratter jusqu'au fond. Là, il ne reste plus rien. Ça prend 2-3 semaines, puis c'est fini. Là, le corps d'arbre qui est démoli. Mais avant ça, ce genre de mix-là fonctionne, je vous dirais, moins bien. Un mélange d'automne avec des gros radis du brassica, c'est moins appétant là, en octobre puis début novembre dans nos dates de chasse. Fait que, c'est vraiment pour aider le cheptel. Fait que quand on a plusieurs parcelles, ben, on en met une partie de ça, mais on ne plante pas juste ça. Il faut varier pour avoir aussi des champs qui sont stratégiques pour la chasse si on veut chasser la nourriture ou à proximité ou les amener vers le champ puis les couper avant, là, peu importe. Il reste qu'il faut que tu aies des plantes attractives un peu à tous les moments. Là. Mais là, Luc est revenu, fait qu'il va pouvoir nous en parler plus. Yes, sir. Allez, excusez-moi, les gars. Le Wi-Fi a lâché. Je suis au Témiscamingue. Hein, je suis loin. Puis... Oh, OK. Il n'y a pas de trouble, Luc. Fait que si tu veux, est-ce que tu te souvenais un peu où est-ce que tu en étais rendu? Ben, je pense qu'on était rendu au produit. Guillaume, il avait commencé quoi à parler un peu du mélange d'automne que vous avez essayé? Hein? Oui, ben, j'ai demandé, dans le fond, un peu de nous parler de son expérience avec le mélange d'automne. Il a été agréablement surpris. Puis, ben, moi, je n'ai pas eu la chance d'en parler non plus. Mais écoute, je te laisse continuer, Luc. Oui, dans le fond, Luc, ce qui serait peut-être intéressant pour tout le monde, là, ceux qui ont une gamme de produits, c'est peut-être juste de parler de chaque produit puis de dire un peu mélange d'automne. Oui. Je ne te demanderai pas la recette qu'il y a dedans, là, mais tu comprends. Alors, écoute, l'avantage qu'on a, là, comme chacun de nos produits, on a des exclusivités qui sont des semences hyper performantes. Donc, je suis très, très fier. Puis, tu sais, ma nouvelle job m'amène à voyager pour trouver ces semences-là. C'est ça qui est la beauté de la chose. Cet automne, on a été en Arkansas puis à Kansas City à des gros shows de semences. Puis on est allé chercher des semences vraiment exceptionnelles, comme les semences d'Eagle Seed. Eagle Seed, c'est une compagnie qui est spécialisée en champs nourriciers, mais avec des génétiques très, 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 très exclusives au niveau du soya, des choses qu'il n'y a pas ailleurs. Fait que ça, c'est nous qui va l'avoir, cette génétique-là, puis ça va faire partie de nos mélanges. Fait que avec ce soya-là, justement, je peux peut-être partir avec le mélange d'été. Le mélange d'été, on va avoir ces soya fourragés-là qui vont être à croissance indéterminée. C'est un soya qui peut pousser jusqu'au gelé. Il n'est pas sensible à la photosynthèse. C'est ça qui est très différent des soya normales. Fait que tu vas arriver, écoute, là 2 ans, ça va geler le 25 ou 26 octobre. Ça veut dire que le soya se réveille jusqu'en octobre, là, fin octobre. Imagine-toi l'attirance que ça aurait d'avoir des bottes dans un champ de soya comme ça qui est vert avec des feuilles grosses comme ma main. C'est un soya exceptionnel. C'est un soya qui ne produit pas de bine, Luc. Hein? C'est un soya fourragé dans le fond. Il va faire de la bine, mais c'est tellement tardif qu'il n'y a pas le temps de les faire ici au Québec. Okay. Pour vous donner une idée, à Sainte-Rosalie, qui est une zone très, très chaude au Québec, l'année passée, début septembre, les bines ont commencé à apparaître dans le bas des plants au début septembre. Mais il est en pleine floraison jusqu'en haut. Là. Fait que écoute, c'est des rendements. C'est un soya qui a le potentiel de monter 7 pieds de haut. Ça vous donne une idée. C'est mongol. C'est mongol. Fait que ça, on va avoir ça dans le premium mix d'été, mélangé avec 2-3 autres variétés de soya riches en protéines, mais qui vont faire des bines. Fait que si vous le gardez jusqu'à l'automne, il va y avoir des bines qui vont être accessibles aux chevreuils. Mélange d'été, on va avoir aussi sarrasin, cowpea, lab, sunham, tournesol, toutes des plantes riches en minéraux puis en protéines. Fait que l'objectif du mélange d'été, c'est de faire des beaux panaches puis de produire du lait pour que les femelles aient plus de lait à nourrir le veau. Fait que ça va faire des cheptels plus dynamiques, meilleure santé, puis aller chercher des meilleures qualités de panache. Parce qu'on le sait, les panaches, à la base, c'est la protéine qui influence le plus.
Après la protéine, c'est les minéraux, mais à la base, c'est les protéines qui influencent le plus. Fait que l'objectif, c'est d'avoir des plantes du printemps, aller jusqu'à l'automne tard, le plus riche possible en protéines. Puis plus on s'approche de l'automne, plus on va travailler avec des plantes riches en énergie. Fait que ça, c'est le mélange d'été. On a un mélange soya qui est vraiment un mélange de soya grain de Eagle Seed avec notre soya fourragé Eagle Seed. Fait qu'on va vraiment avoir des super soya qui vont, oui, avoir des grains aussi à l'automne, mais va pouvoir nourrir le chevreuil jusqu'au gelé avec un soya qui va rester vert. Fait que ça, c'est vraiment un deuxième soya hyper intéressant. C'est un soya qui va être résistant au glyphosate, donc vous allez pouvoir contrôler vos mauvaises herbes. Ça, on est les seuls à avoir ça sur le marché. Fait que ça, c'est vraiment de quoi d'exceptionnel. Troisième mélange, on a un mélange champ-labour. Je vous dirais que ça a été notre mélange le plus... c'est ça qui a pogné le plus. Honnêtement, j'ai été surpris, mais j'ai fait ce mélange-là pour m'assurer d'avoir un mélange qui irait bien dans des zones difficiles d'accès, que tu ne peux pas rentrer de machinerie, que ton sol, ton pH va être plus bas, des pH plus acides ou des choses de même, que tu ne peux pas emmener de chaud sur ton dos parce que c'est trop loin. Puis en tout cas, avoir des plantes qui germent facilement et qui résistent bien au pH acide. Mais ce mélange-là, il est parfait pour ça. Fait que c'est un mélange qu'on sème en début d'été, qui va avoir, sarrasin, 2 trèfles annuels, puis il va avoir 2 brassicacées là-dedans. Fait que ils vont manger le sarrasin durant l'été et le trèfle pour en finissant la saison avec le brassicacé. Mais la beauté de ce mélange-là, c'est qu'on n'a pas à labourer. Tout ce qu'on a à faire, c'est vraiment de ramener le sol à nu. Peu importe la technique que vous prenez, c'est que la semence tombe sur le sol à nu et vous roulez tout simplement. Fait que vous faites ça juste avant une pluie. Ça vient de faciliter pour bien des gens la façon. Faire des champs nourriciers, ça peut paraître compliqué, ça peut l'être aussi, là, mais des fois aussi, ça peut être relativement simple, comme tu viens de nous l'expliquer là. Si le sol à la base est bon, c'est pas très compliqué de faire ce que tu nous expliques là, c'est-à-dire mettre le sol à nu. Puis on n'est pas obligé d'utiliser de produits d'herbicides forcément, comme Guillaume parlait. C'est sûr, ça dépend de ce qui se trouve en dessous. Exact. Je vais parler de technique aussi tantôt. Vas-y, Guillaume. J'allais dire, dans le fond, le secret de ça, c'est laissez pas le soleil rentrer. La minute que vous allez dénuder votre sol, c'est sûr que là, toutes les autres semences vont partir. Fait qu'on donne pas d'avance. Bon outil, c'est un gros leaf blower qui pousse en masse là, dans ce temps-là. Si tu es capable d'amener un leaf blower et tu n'as pas d'autres outils, tu t'enlèves les branches en main puis tu souffles puis tu t'assures qu'il y a du soleil qui rentre. C'est des types de mélange. Puis tu espères qu'il mouille assez vite. Puis, le secret, c'est de semer ça juste avant une pluie. On n'a pas grand à semer. Fait que faites-le logiquement, ça allez vous aider. Puis c'est des plantes qui ne demandent pas tant de soleil, 4 heures d'ensoleillement. J'ai 3 mélanges qui sont dans le même style, là, que ce soit le mélange de trèfle, le mélange de brassica ou le mélange champ-labour comme ça. On parle de 4 heures d'ensoleillement. Fait qu'une trail de skidoo d'à peu près 30 pieds de large, en longueur dans le bois, c'est assez pour avoir un bon succès. Fait que ce que ça prend, c'est un sol à nu. Vous épandez vos semences, vous roulez pour avoir un bon contact juste avant une pluie. Puis c'est des semences qui germent très, très facilement. Je pense qu'on vient de reperdre Luc encore une fois. Oh, non, il est là. Il est là. Alors, je suis là. OK, c'est bon. Je suis content, Luc, que tu viennes de mentionner l'exemple d'une trail de skidoo parce que pour plusieurs, ils pensent que des champs nourriciers, il faut que ça soit à perte de vue, puis tu as besoin de labourer, puis de peaufiner, puis de couper du bois. Puis, c'est un bon exemple, ça. Des fois, le monde ne pense pas qu'une trail de skidoo, ces chevreuils passent là. Écoute. Oui, puis tu sais, tu t'en parles, là. Des fois, on a des petits champs, puis on a beaucoup de chevreuils. Le 4e mélange que je peux vous parler, c'est le mélange de trèfle. C'est une vivace, mais c'est une plante qui résiste très bien à la pression. Le surbroutage du chevreuil. On a 5 variétés de trèfle là-dedans, dont une annuelle, puis on a une chicorée, mais c'est des trèfles qui vont avoir des stolons qui vont courir sur le sol, puis à chaque fois qu'il se fait brouter, ça redécolle, puis c'est sans fin, puis c'est des vivaces. Fait que c'est le seul mélange de vivaces qu'on a. C'est un mélange qui peut durer, si c'est bien semé. Je vais parler de technique tantôt pour le semis, mais un mélange de trèfle, le meilleur timing pour semer du trèfle, c'est à l'automne. Vous ne l'avez pas dans la première année, et c'est là qui va être la beauté du premium mix.
c'est que tous mes mélanges sont faits en fonction que l'année prochaine, j'ai déjà un produit qu'on travaille, peut-être 2, c'est qu'on va faire tous des combos. C'est tous des combos qui vont se faire. Fait que les mélanges sont conçus que tantôt, vous allez faire un mélange d'automne, que vous allez mélanger au sol, vous allez arriver avec votre mélange de trèfle. Fait que votre mélange de trèfle s'installe pendant que vous nourrissez le chevreuil avec le mélange d'automne toute l'automne. Puis au printemps d'après, le trèfle revient, il n'y a pas de mauvaises herbes, c'est de toute beauté. Fait que ça, c'est un des combos qu'il va y avoir. L'autre combo, on va avoir un mélange d'automne qu'on va mélanger au sol parce que c'est de la grosse graine, mais on va mettre sur le dessus un mélange de brassica. Fait qu'on va venir renforcer notre mélange d'automne en brassicacé pour rallonger notre saison de chasse plus tard à Carabine. Fait que ça, c'est toutes des... On a déjà plein d'autres combos qui s'en viennent. Là. Fait que mélange de trèfle, super intéressant pour les petites parcelles où il y a de la pression de chevreuil. Puis j'adore faire la technique des grattages dans ces parcelles-là. Ouais, dans le trèfle, ça reste court. Vous faites juste suspendre une branche sur le champ de trèfle. Vous dégagez le sol sur le sol nu. Puis je vous garantis que la branche à hauteur d'épaule, puis 99% de vos bocs vont tous aller là-dedans. Tu avais quelque chose à rajouter, Guillaume? T'avais-tu quelque chose à... Je disais que des fois, ça sonne compliqué. Parce que là, Luc, il dit, bon, là, vous allez avoir un combo et tout ça, mais tu sais, dans le fond, ce que Luc explique, là, c'est que dans le fond, vous allez semer comme 2 périodes de pouces en même temps. C'est pas de retravailler le sol. Puis ça, c'est compliqué. Puis on en a déjà parlé, moi et Luc, ensemble. Il y a des techniques de Buffalo System là, du Dr. Graham, tout ça. Ça demande quand même, les gars sont tous sciés, puis des crimpers pour casser les mottes. Écoute, il y a un match. Non, il laisse pousser un mélange d'été, exemple, ou mettons un canola, un sarrasin ou quoi que ce soit. Puis après ça, ils vont semer à travers ça, puis ils vont le casser le brin avec un crimper, puis là, après, ça va faire un paillis qui va, surtout au sud, là, eux autres, mettons, sont au Missouri, au Mississippi, des places de même, ils ont des sécheresses. C'est génial parce que là, eux autres, ils ont un paillis par-dessus leurs semences. Puis quand les pluies viennent, ça sort à travers de ça. S'il vient une autre sécheresse, les racines sont couvertes. On voit ça, puis on se dit, wow, c'est magique, mais c'est quand même, ça demande des connaissances, ça demande du temps, puis ça demande de l'équipement. Par contre, des semis de couverture, comme on appelle en agriculture, là, ce que Luc parle, c'est super intéressant parce que, dans le fond, tu travailles ton sol comme si tu sèmerais ton champ, tu sèmes tes grosses semences, etc. Tu roules ça, puis après, tu repasses par-dessus. Ou tu peux même laisser sortir. Là, Luc va pouvoir donner des techniques. Là. Il y a des... Mettons ton soya, tu peux le laisser monter à 4-5 feuilles, exemple, puis là, tu vas aller semer ton trèfle dedans, puis il va rester à l'ombre, mais quand ton soya va tomber brun, mais ton trèfle va sortir, puis il va être là l'année prochaine. Là, c'est un peu ce que Luc explique, mais ce qui est le fun, c'est que c'est pas juste un représentant d'une compagnie X qui amène des produits puis qui les vend. Ça va venir avec une explication puis comment faire de A à Z. C'est ça qui est intéressant. Là. Puis, je suis sûr qu'il va y avoir du monde compétent puis Luc va être là pour répondre aux questions. C'est un passionné. Fait que c'est une valeur ajoutée à n'importe quelle semence qu'on achète dans un sac. Là. Ça vaut 2 fois le prix, même si c'est moins cher en réalité au bout. Puis la beauté de la chose, c'est qu'on a vraiment une équipe exceptionnelle en arrière. Les gens écrivent sur le site de Premium Mix, ça ne prend pas 24 heures pour répondre. Puis moi, appeler un gars un samedi ou un dimanche, c'est drôle parce que les gars restent surpris. Puis je me nomme Luc Brodeur Premium Mix, tu avais une question, puis les gars, ils capotent. Ils disent, voyons, Chris, on est dimanche, je me suis appelé pour vrai parce qu'on. Je dis, oui, je dis, regarde, je suis rendu là, puis on est là pour t'aider à avoir du succès. Fait que ça c'est l'équipe qu'on est. On est une grosse équipe en arrière de ça, puis on veut être certain que quand vous allez planter ça, vous allez avoir du succès. Fait qu'on va être là pour supporter. Fait que je reviens à mon mélange de trèfle de tantôt. Un petit champ qui est très, très, très résistant au surbroutage, qu'on peut faire des scrapes. Fait que ça en est une stratégie, soit pour les petits champs, ou moi, ce que j'aime beaucoup, c'est faire le contour de mon grand champ sur le bord du bois pour faire mes scrapes, justement, cette partie-là, puis cultiver mes mélanges au centre de ça. Il me reste 2 mélanges à parler. Les 2 plus importants pour la chasse, à mon avis, c'est le mélange d'automne. Mélange d'automne qui contient 4 céréales là-dedans, dont une céréale exclusive qu'on a, qui est vraiment exceptionnelle. On a 2 pois, dont le pois autrichien qui est un bonbon.
On a 2 trèfles annuels, puis on a le radis qui est le brassicacé. Puis pourquoi je n'ai pas mélangé les 3 autres brassicacés, qui est le chouquet, le rape ou le navet fourragé, c'est que les semences sont beaucoup plus petites. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait notre mélange d'automne avec toutes les plus grosses graines qu'on va mélanger au sol. Puis on a notre mélange de brassica, qui est le kale, chou rape et turnips, qui, lui, on va semer à la volée sur le sol après pour rouler. Puis là, on a le mélange des deux qui va faire vraiment une salade. Écoute, c'est un bord à salade, c'est épouvantable. On n'est pas obligé de le faire, mais ça va juste renforcer. Ou bien non, on sème notre brassica seul pour avoir un volume vraiment exceptionnel de brassicacé tard en saison. Moi, personnellement, j'aime plus ou moins travailler avec des plantes en monoculture parce que c'est là qu'il y a le danger d'avoir des maladies, puis le danger d'avoir des insuccès. Parce que des fois, tu sais, une brassicacée, ça prend de gros de chevreuil, là. Une gelée, ça peut prendre une semaine, il n'y a plus rien dans le champ, c'est terminé. Il n'y a plus rien qui pousse. Le mélange d'automne, je vous le dis, là, les gens qui vont venir suivre la classique à la finale, là, Lobster, il rentrait dans le champ, là. Écoute, c'est rasé au sol. Il y a de la trace, là. Puis aller jusqu'au 15 décembre, c'était vert dans le champ. C'était vert. C'est la seule affaire qui était verte dans les environs. Donc, Oui. Fait que tu sais, les mélanges, grosso modo, sont conçus. On est les seuls à avoir des mélanges complexes de même. Un mélange d'automne, là, avec ce que j'ai dedans, puis un mélange d'été comme j'ai, là, il n'y a pas une compagnie au Canada que ça. Puis même aux États-Unis, la Whitetail puis la Biologic, ils n'ont pas ça, là. Fait que c'est des mélanges complexes qui demandent une grande connaissance. Mais moi, avec mon métier, je fais 4 ans que je suis revenu en agricole. Je travaille là-dessus à journée longue, faire des recettes d'engrais verts pour les agriculteurs, pour les après-cultures, puis m'assurer que le sol est en santé. Fait que c'est ça m'a donné une chance de faire vraiment des mélanges équilibrés puis être capable d'avoir du succès dans le champ. On s'entend, Premium Mix, là, ça n'a pas été testé juste l'année passée. Là. Ça fait des années, écoute, je ne peux pas te dire comment d'ancrage on a semé des champs nourriciers puis grains. Là. Puis ça fait au-dessus de 20 ans qu'on en fait pour un peu tout le monde. Puis c'est des grandes superficies. On a des clients des fois qui ont 15 autres, des fois qui en ont 10, 12, plusieurs. Là. Fait que c'est testé depuis longtemps, puis on sait qu'est-ce qui fonctionne, qui ne fonctionne pas. Puis là, en plus, on a des nouveautés qu'on inclut là-dedans. Puis, tu sais, Premium Mix, ce n'est pas un nom sorti au hasard comme ça. Le Premium, là, c'est pour la qualité des semences qu'il y a là-dedans. Les exclusivités qu'on a, c'est des semences qui sont hors du commun. Puis le mix, c'est que moi, je travaille justement pour avoir des mélanges tout le temps. Remarquez ça, là, ça va être tout le temps en conséquence d'avoir beaucoup de biodiversité de plantes pour amener une biodiversité de bimicrobienne dans le sol qui fait que notre sol va être plus en santé. Ça, je pense que j'avais fait une petite vidéo, je ne sais pas si vous vous rappelez, Raph, l'année passée, la santé des sols. Oui, la santé des sols avec tout ce qui était... C'est un peu ça. Fait que, après ça, on va rester à vous expliquer tous les combos, comment travailler ça pour amener des succès, comme implanter un trèfle, je l'ai expliqué tantôt, qui était super intéressant. Il y a d'autres mélanges qui vont s'en venir aussi, là, qui vont être super intéressants là-dedans. Moi, j'ai une petite question, Luc, comme ça. Dans le fond, tout ce que tu nous as parlé jusqu'à présent, c'est toutes des plantes annuelles, mis à part le trèfle. Ouais. Donc, dans tout ça, c'est revenu, j'ai vu une couple de questions passer. Ça ne demande pas d'être coupé ou de quoi que ce soit, à part ton trèfle. Une fois qu'il est implanté, ton trèfle, je ne sais pas si tu m'avais perdu. Oui, c'est correct, on va partir puis revenir. Donc, le trèfle, une fois que les gens ont implanté ça, le trèfle, ça demande quoi comme entretien? Le trèfle, je te dirais que selon la pression de chasse de chevreuil que tu as, tu peux le raser 2 fois dans l'année. Moi, je te dirais là, que quand ça vient en fleurs, tu fais une première coupe, puis la dernière coupe, tu t'arranges pour la faire, mettons, début mi-août pour que tu aies une bonne production, parce qu'à partir du mois de fin août, là, ils canchent, puis ton champ, ils font un d'œil. Fait qu'il ne faut pas que tu le coupes trop tard parce que tu n'auras pas assez. Oui, Guillaume, tu l'as. Moi, j'en ai une question. Moi, je l'ai essayé, mais on ne s'en est jamais parlé. T'as-tu essayé de jamais faucher tes champs de trèfle, juste les laisser aller? Oui, ça peut se faire, mais c'est parce que tu perds beaucoup en digestibilité. Oui. Mais... Une fois que. Puis tu perds beaucoup en protéines. Quand ta floraison arrive et tu es en production de semences, ta plante va planter en protéines, puis ce que tu veux, c'est de faire de la protéine. Moi, ce que je fais, souvent, c'est que mon champ, je vais le couper, mais à intervalles différents. Pour toujours avoir des fleurs dans le champ pour les abeilles, first, puis ce qui est excellent pour la biodiversité,
mais je m'arrange tout le temps pour avoir une partie de trèfle frais qui n'a pas de fleurs. Fait que pendant que celui-là tombe en fleurs, je fauche l'autre qui est rendu tardif, puis là, j'alterne comme ça. Ben, c'est drôle, c'est exactement là où je m'en allais. On fait du frost seeding ou des fois, moi, j'essaie, j'en ai parlé au début, j'essaie d'éviter les pesticides au maximum quand on est capable. La fauche, c'est une façon de contrôler les mauvaises herbes aussi. Au bon moment, là, on s'entend. Mais je me suis rendu compte que quand tu es à deuxième année de trèfle chicorée, il y a toujours un peu de chicorée dans nos mix. Là, on s'aide avec ça, ça bouche les trous. Fait qu'un 10-15%, dépendamment, là, pas trop parce qu'on ne veut pas que ça envahisse. Mais bon, j'ai eu des beaux succès dans les, je dirais, 3 dernières années là, à faucher mes champs de trèfle par lisière. Là. Une largeur de faucheuse fauchée, l'autre lisière pas fauchée en intervalle comme ça. Puis, avec les caméras, on se rend compte que les parties non fauchées, des fois, pour X raisons, pendant une période, sont plus populaires. Les chevreuils mangent plus dans ce. C'est vraiment, je pense, une question de goût. Et non pas nécessairement de digestibilité ou de protéines. Où cette plante-là avait plus d'eau pendant une période que l'autre, je ne sais pas, mais en tout cas, il mangeait dans les parties qui n'étaient pas fauchées. Ouais. Fait que là, on s'est dit, bon, on retient peut-être quelque chose. Puis on en est venu à en laisser aussi se grainer eux autres mêmes. Fait que nos champs se grainaient encore avec des intervalles comme ça, se grainaient par eux-mêmes, puis on était capable de les étirer. J'ai fait longtemps des champs de trèfle dans les premières années, puis au bout de 3 ans, ils se fatiguaient. Puis, tu sais, on a de la misère avec les engrais, tout ça nous aurait pris du fumier de vache, etc. Puis les frost seeding, c'est coûteux. Des fois, ça marche moins bien. Mais c'est comme, on dirait, une solution un peu facile. On en laisse aller des parcelles, puis on les étire plus longtemps comme ça. Je ne sais pas si tu as essayé des... Ça peut aider. L'autre partie, tu sais, le frost seeding, il faut bien comprendre la façon de le faire. Retenez une chose de frost seeding, ça se fait pendant le temps des sucres. Mm-hmm. Retenez ça, là, ça se fait pendant que vous faites des sucres, ça gèle, ça dégèle, ça gèle, ça dégèle. C'est ce qui fait que ta semence va rentrer dans le sol. Quand un sol gèle, là, ça vient tout gonfler, ça vient tout crispy, puis à un moment donné, ça dégèle, ça repart. Puis là, ça fait ça de même, puis la graine a réussi à tomber dans le sol, puis à s'enterrer juste assez pour bien germer. Fait que retenez ça, frost seeding, même s'il y a un peu de neige, c'est pas grave. Il y a un peu de neige, vous semez de ça en neige, il n'y a aucun problème avec ça. Mais vous allez frapper le gel-dégel, puis ça va faire que vos semences vont bien germer. Pour les trèfles, surtout les petits trèfles blancs ou le trèfle rouge, ça fonctionne bien. Mais quand on tombe avec les trèfles crimson ou des trèfles à plus gros grains, ça devient moins bon. Puis la luzerne, oubliez ça fonctionne pas bien. Fait que c'est les trèfles en particulier, petites graines là, qui fonctionnent bien là-dedans. On peut-tu juste oublier la luzerne point? Parce qu'on a ça en tête. Ben, non, ça dépend parce que la luzerne, c'est une excellente plante, mais ça te prend un sol particulier. On va se le dire, tu ne mets pas ça dans les mains d'un amateur, puis même d'un gars qui en a fait pas mal, je me suis découragé. Fait que, pas vrai? Parce que, écoute, j'en ai fait, moi, sur mes sols à Roxton, puis moi aussi, je penserais avoir de la misère. Je n'étais pas capable de la détruire. C'était écœurant. En Ontario, en tout cas, c'est dans les terres noires, c'est l'envers d'essayer de faire pousser de la luzerne. Il faut savoir où la positionner. Une luzerne, il faut que ça soit sur une butte. Fait qu'à la limite, tu as une petite butte, tu sèmes de la luzerne là, puis du trèfle alentour, tu vas avoir du succès. Mais la luzerne, ça prend un super drainage, puis un pH qui se rapproche de 7. Mais quand tu es capable de faire pousser de la luzerne, c'est une bombe. C'est une bombe. Pourquoi? Parce que la luzerne, c'est riche en protéines, mais n'oubliez pas, la luzerne, c'est une des plantes les plus dures à fermenter pour un producteur parce qu'elle est riche en calcium. Puis le calcium, c'est un anti-pH. Fait que le but d'un assemblage, c'est de baisser le pH, mais tu es riche en calcium qui lui remonte le pH. Fait que la luzerne, c'est pas pour rien que le chevreuil l'aime. Le ratio calcium-phosphore est parfait, puis en plus, c'est riche en calcium. J'ai une drôle de... pour rire, mais il y a 4 pieds de neige dans le temps des sucres dans son coin. Lui, est-ce que le frost seeding, ça marche pareil? Ouais, il faut y aller logique un peu. Là. Non, c'est une blague, là, c'est sûr. Que... Mettons quand il en reste 4 pouces, c'est bon. Là, ouais, c'est ça.
C'est relatif à où est-ce que vous êtes. Là. Quand tu as 70 à 80 du sol découvert et qu'il te reste des petites taches de neige, tu sèmes là-dessus et il n'y a pas de problème. Hey Luc, je pense qu'on va s'en garder un petit peu pour les questions de tantôt. Mais tout à l'heure, tu as soulevé un point que Guillaume aussi a soulevé, que de Premium Mix aussi, c'est pas juste je te veux un sac puis on se reverra l'année prochaine, mais tu en as besoin d'un autre. Là. Service après-vente, là, comme tu disais tantôt, là, il va y avoir un suivi, il y a des appels. Écoute, juste ça, là, ça vaut pour ceux qui ont fait des champs, puis même ceux qui ont déjà fait des champs, là, il va y avoir des experts qui vont vous appeler et qui vont pouvoir vous aider. Là. Absolument, absolument. Puis Guillaume en a parlé aussi, là, on veut utiliser le moins de pesticides possible. On s'en vient avec des vidéos pour expliquer un peu comment faire l'année prochaine. Mais il y a différentes techniques. Moi, je travaille avec un semoir semi-direct. On s'entend que ce n'est pas tout le monde qui est rendu là, sauf que il faut que je l'explique pour la partie de clientèle qui veut se rendre là. Mais je vais arriver avec d'autres techniques pour les gens qui ont 4 roues ou qui vont avoir juste un petit weed eater. Avec un weed eater, là, il y a des techniques qu'on va pouvoir faire, qu'on va pouvoir semer nos semences dans notre mélange d'été, qu'on va pouvoir tout faucher ça, passer un rouleau juste avant une pluie, puis ça va être surprenant les résultats que vous allez avoir. Moi, j'ai fait des tests en Ontario, là, un millet japonais, 6 pieds de haut. OK? Puis, c'était pas chic qu'est-ce qu'on a fait, mais je me suis embarqué dans une pelle de tracteur et nous a levé en haut du millet japonais. Dépluguez-vous, regardez ailleurs, là, vas-y. Là. Puis, on a semé du brassica dans le millet japonais de 6 pieds. On l'a roulé. Tu aurais dû voir le champ de brassica. Dans le pays. Aucune mauvaise herbe. Dans le pays, c'est parfait. Hein? Dans le pays, c'est parfait, écoute. Fait que, tu sais, c'est toutes des techniques qu'on va essayer de faire ça un peu plus sécuritaire. Là. On a été un petit peu cow-boy cette fois-là, mais il y a des techniques qu'on va pouvoir faire, qu'on va pouvoir vous expliquer que ça va demander beaucoup moins d'énergie, pratiquement pas de pesticides, puis des fertilisants. Je voulais expliquer la santé des sols. On va vous former de plus en plus pour éventuellement couper le plus possible les fertilisants aussi. Fait que l'objectif, ça va être ça. Puis d'ailleurs, on a un produit qui s'en vient, là, qu'on est en train de regarder. Là, ça va être carrément du fumier de poulet qu'on va être capable d'avoir peut-être d'ici 1 an ou 2. Si on va en avoir une quantité industrielle, ça va être vraiment une belle façon de fertiliser beaucoup plus écologique. Puis ça va être ça à cause. Hein. Granulaire. Granulaire, ton fumier? Est-ce que j'ai pas compris? Granulaire? Oui. OK. Oui. Ça sépare avec un épandeur en grès, là, carrément. J'en achète déjà, là. C'est la nitrogène bio, là. on va avoir notre fumier de poulet qu'on produit nous autres mêmes. Bon, c'est le fun parce que je ne trippe pas ces représentants ou ce que je fais à faire. C'est bon, ça. C'est bon, mais c'est tous des produits qu'on fait nous autres mêmes. Tu sais, on n'a pas parlé encore Premium Mix, mais la moulée d'ours, là, pour ce printemps, là, c'est une recette qui date de 20 ans. Ça fait 20 ans que les pourvoyeurs de l'Ontario et du Québec s'en servent. Puis c'est une moulée, c'est un produit à l'interne qu'on ne retrouve pas partout. Puis c'est une recette exclusive. Puis écoute, les pourvoyeurs, c'est mon gars. Puis on a déjà un autre produit, un autre projet qui s'en vient, qu'on va mixer avec ça. Écoute, on s'en vient avec des beaux projets. Ça fait juste commencer Premium Mix. Luc, s'il y a des gens qui veulent se procurer des produits aujourd'hui, as-tu des détaillants? As-tu des endroits spéciaux qu'on peut l'acheter? Oui, il y a déjà plusieurs détaillants et coton pour nature. Il y en a d'autres aussi. Ferland, vas-tu en avoir? Oui, Ferland, c'est sûr qu'il va en avoir. Mais il y en a d'autres aussi. Là, je suis allé faire une présentation à Trois-Rivières avec Sébastien Doucette. Dans le coin de la Beauce, pas loin de Carl. On a fait des présentations partout. Puis dans le fond, ce que je dis aux gens, allez voir votre magasin de chasse, puis s'ils ne l'ont pas, bien, faites la demande pour qu'ils nous appellent. On va envoyer un représentant, puis on va le pousser le produit. Là. Fait que sinon, si votre magasin ne veut pas en tenir dans votre coin, puis vous en voulez, bien, vous écrivez sur Premium Mix, puis on va vous choper ça direct par la poste. Fait que le site Internet, ce qu'on veut, c'est les amener. Comment? Le site Internet Premium Mix fonctionne. Ouais. Les produits sont là, les explications. Il y a des vidéos pour expliquer chaque produit. Il y a des vidéos pour dire comment les implanter.
Tout est là. On va l'upgrader année après année, mais déjà, on a une très bonne base. Puis ce qu'on veut, c'est envoyer les clients vers les magasins. Mais ça va être à eux autres de s'impliquer et d'acheter les produits, puis on va envoyer le client là. Sinon, ben, si le magasin ne veut pas dans ce coin-là, ben, vous venez puis on va s'occuper de vous. Il n'y a aucun problème avec ça. Bon, j'ai comme l'impression que demain, m'envoie des messages de mes clients dire Hey, c'est ça qu'on s'aime cette année? Hey, on va-tu essayer ça? On a beaucoup de questions pour les champs nourriciers. Je viens qu'informer les gens. On les a vus, on va leur répondre. C'est juste que là, on veut avancer les choses. Quand ça va être le temps de répondre aux questions, ben là, on va vraiment vous repasser une à une. Donc, le réécouter, on va répondre à vos questions, c'est sûr et certain. Là, c'est juste qu'on veut laisser aller les choses. Puis, Guillaume qui fait sûrement bye-bye à sa douce. Donc, en gros, c'est ça. Donc, on serait rendu. Luc, avais-tu terminé un petit peu ta présentation? Je ne voulais pas te couper. Non, mais je pense qu'on a bien présenté l'équipe, on a présenté les produits. Là, ça serait peut-être le temps de répondre à des questions. Puis il y a Hugo et Guillaume qui voulaient parler aussi un peu d'aménagement forestier. Oui, ça, j'aimerais ça un peu que Guillaume prenne un. Regarde, on va dépasser, c'est pas grave, les gars, là, c'est intéressant. Là. Peut-être prendre au moins peut-être 10 minutes, là, au moins, d'essayer de nous expliquer un peu, OK, 15, mettons. Non, écoute, on prend le temps qu'on a. Dans le fond, on est encore début mars. Moi, je voulais faire un petit survol. Je vais essayer parce qu'on peut s'éterniser là-dessus. Un petit heads-up à ceux qui ont des arbres fruitiers. Oubliez-les pas cette année, c'est le temps. Parce que quand tu passes une année, tu payes pour l'année d'après. Ta production en subit les conséquences. C'est le temps de faire nos coupes. Pour ceux qui ont déjà, si on peut dire, des expériences avec les hinge-cuts, ça s'en vient à grands pas. Là. On a des nuits à -7, -8, mais on tombe à haut de zéro presque à tous les jours. Là. Fait que c'est un très bon moment parce que, dans le fond, ça aide directement les chevreuils. Là, tous ceux qui bûchent en ce moment, ils pourraient en témoigner. Là, les chevreuils se pitchent là-dedans. C'est le moment crucial. Le mois de mars, peu importe de quoi décembre, janvier, février a l'air, c'est mars qui détermine si l'hiver est vraiment dur ou pas. C'est là où ils sont dans leur réserve. Un chevreuil, c'est à 90 jours de réserve quand il rentre dans l'hiver. Fait que décembre, janvier, février, on a beau avoir un hiver quand même clément, pas trop des gros froids, etc. Si en mars, il se remet à neiger, puis on repogne des froids, puis ils se remettent à caler, ils n'ont pas accès à de la nourriture, ben c'est là où on en perd. C'est là qu'on les perd, c'est au mois de mars. Fait que d'aller bûcher, que ce soit pour faire du bois de poêle ou faire des aménagements de façon avec des hinge-cuts ou timber stand improvement, là, aller couper éclaircir, si on peut dire, nos forêts pour donner la chance à nos arbres de choix, si on peut dire, de grossir plus vite. Ça fait rentrer du soleil, ça met des têtes d'arbres à terre. Tout ça, c'est bénéfique pour la faune en général, mais encore plus pour les cerfs là, dans l'immédiat, si on peut dire. Là. En ce moment, c'est là qu'ils en ont le plus de besoin. Je sais que tu as des photos, Guillaume, je ne voulais pas t'interrompre, mais si tu veux que je fasse apparaître des photos, fais juste me faire signe dans le fond, puis je les ferai apparaître. Dans le fond, regarde, je viens juste d'en parler. Là. Quand je parle de faire des hinge-cuts, des fois, on veut canaliser les chevreuils, on veut aussi créer de la nourriture, créer des zones de couvert latérales, etc. J'ai pris une photo un peu, si on peut dire, à travers des centaines. L'exemple qu'il y a là, c'est le seul arbre qu'on voit là, qui est debout au milieu, c'est un chêne blanc. Dans cette parcelle-là, peut-être une douzaine de chênes blancs là, de ce calibre-là, mais il était complètement coincé là, à travers une multitude de repousses, de plaines, de striés, puis de trempes. Fait que, dans le fond, tout ce qui n'est pas un chêne blanc alentour de ça a débarqué, si on peut dire, mais on pense toujours à essayer d'en garder une partie vivante. Ça donne la nourriture direct dans la face des chevreuils, puis on s'assure, là, on voit que ça circule sous l'arbre. Il y a une espèce de 2-3 trails là-dedans. Tant qu'à le faire, tant qu'à acheter les arbres à terre pour donner de la place aux chênes, on en profite en même temps pour créer du couvert latéral.
chevreuils vont aller manger des glands quand il va avoir une production, mais ils vont aussi aller se coucher autour de ça, un beau petit point sec comme ça. À droite, là, c'est une swamp qu'il y a là. C'est ça, créer de l'habitat. C'est juste un exemple, là, c'est une petite patch, mais on peut faire ça 20 fois, là, une à côté de l'autre, puis on s'assure que ça interconnecte, puis ça circule à travers ça. On repasse d'année en année. Mais le bénéfice de ça, tu peux peut-être mettre la photo là, du tronc d'arbre, c'est que notre chêne blanc, dans le fond, va grossir de façon exponentielle. Tu l'as-tu, Raph? Oui, excuse-moi, j'étais en train de lire des questions. Là. Ah ouais, c'est ça. Tantôt, non, ben là, ça a apparu. Guillaume, demande-moi le InScott, le monde, il faudrait qu'ils comprennent aussi, c'est que quand tu fais ça, tu ne tues pas l'arbre. Oui, bien, écoute, ils ne survivent pas tous, là, mais le but premier, c'est d'en avoir un certain nombre qui survivent en coupant l'arbre, dans le fond, à la moitié jusqu'aux 2/3, dépendamment de la grosseur de l'arbre. Plus il est gros, plus tu as besoin de rentrer dedans un peu. Pour le plier, puis que le cambium reste attaché, puis que l'écorce reste collée sur le cambium pour le protéger, puis c'est là que la sève continue à passer. Puis ça pousse sur le tronc, sur la base, ça fait de la nourriture, plus la tête est accessible au chevreuil, tout d'un coup, tout en même temps, dans le fond. Les 3 premières années de ça, là, c'est magique. C'est là que ça produit beaucoup. C'est sûr que là, les chevreuils vont le brouter sur brouter s'il n'y en a pas assez en quantité, mais c'est super efficace là, pour créer du couvert, faire rentrer du soleil, avoir un autre pouce qui va venir du sol après les hinge-cuts. C'est hyper rapide comme résultat. On ne peut pas faire ça à grandeur, puis on ne veut pas faire ça à grandeur d'une forêt. Là. Mais quand par lisière, dans les bons endroits, qu'on peut s'en servir pour multiples raisons, pour canaliser des chevreuils en même temps, eux autres, ils sont bien, ils ont un couvert latéral, ils mangent en plus. Puis, tout est là en même temps, dans le fond. Fait que c'est vraiment, vraiment efficace quand c'est bien pensé, fait aux bons endroits. Mais dans le cas où on voyait la photo, le but, c'était vraiment, au départ, je voulais dégager mes chênes. Là, la photo que je voulais que tu mettes, c'est le tronc d'arbre coupé. Raph. Oui, exact. Fait que, la différence, dans le fond, c'est qu'on voit ici là, sur la photo les premiers 99 années là, du centre jusqu'à, c'est écrit Forest Restoration, jusqu'à temps qu'il y a une coupe d'éclaircissement. Qu'on dégage, on a coupé, mettons, exemple, 40-45% des arbres qui faisaient en sorte que ça poussait serré, comme on dit, et versus la largeur de diamètre que l'arbre a pris à les 8 années suivantes. Donc, c'est presque, on pourrait dire, ça y a pris 99 ans produire 60% de la totalité de la masse de l'arbre. En 8 ans, il a fait 40% après avoir, dans le fond, eu une intervention forestière pour leur donner de la place. Quand cette intervention forestière-là a été faite, c'est sûr et certain que là, il y a eu de la lumière puis il y a une repousse au sol en plus. Fait que quand on utilise des techniques d'aménagement, dans le fond, plus global sur la forêt, on dit, OK, on a 100 arbres qu'on veut, c'est tout pareil. On a quand même des arbres, disons, d'un certain diamètre, disons 6, 8, 10 pouces. Puis là, on dit, OK, on enlève certaines espèces, on laisse des semenciers les plus beaux, les plus droits, puis on en enlève un certain pourcentage. Ça, avec un forestier, un ingénieur forestier, on peut faire un plan, puis on va le faire accréditer par l'ingénieur forestier, mais en même temps, moi, ce que je vais intervenir, c'est que je veux le faire pour la faune. Fait que je vais aussi choisir un peu plus les espèces que je veux faire bénéficier. Exemple, je veux du bouleau jaune en repousse, mais je veux des semenciers de bouleau jaune. Mais, je veux pas nécessairement juste de l'érable. Je veux pas faire une plantation d'épinettes. Mon but, c'est pas de faire pousser du bois nécessairement, mais c'est que les arbres que je vais laisser, ça va être des bons arbres, des bonnes espèces. Puis ils vont grossir, ils vont être beaux, ils vont être nobles. Ça va faire une belle forêt, mais qui va laisser entrer le soleil. Fait qu'ils vont grossir plus vite, ils vont prendre de la valeur. La forêt, même si on enlève un paquet d'arbres, des fois, les gens font comme « Ah, c'est pas payant. » Non, elle va valoir plus cher si on fait ça, puis ça va être bénéfique pour la faune. Il va y avoir une sous-étage, une régénération. Fait que ça, c'est un des aspects, je pense, que les gens passent par-dessus, les propriétaires de terre passent par-dessus trop souvent. C'est le côté... On devrait commencer par ça, en fait. La première chose qu'on devrait faire, c'est sortir les arbres qui ont de la valeur, les gros arbres qui sont matures, qui sont prêts à être récoltés. Enlever tout ça,
Puis après ça, regardez, bon, qu'est-ce qu'on fait avec la génération suivante, lesquels qu'on garde. On enlève le reste, soit à inch cut, soit on le bûche, dépendamment des types d'arbres. Puis il faut faire évoluer la forêt, mais les chevreuils, là, ça se passe dans les 4 premiers pieds. Fait que ça prend de la régénération, ça prend du soleil qui rentre. Fait que il faut regarder ça en premier. Les champs nourriciers, pour moi, puis pour la plupart des experts en aménagement là, aux États-Unis, ça a été longtemps un gros aspect, mais de plus en plus, je dirais que c'est le deuxième aspect le plus important. Le plus important, c'est la forêt. C'est ça qui a un impact le plus rapide pour le chevreuil tout de suite. C'est là où on peut vraiment améliorer notre qualité de chasse et de contrôler nos chevreuils, c'est en travaillant avec la forêt. Les champs nourriciers, c'est super bénéfique. Puis, je veux dire, un arbre de champ nourricier, ça donne de la bouffe. Mais il faut aussi voir c'est quoi qui manque alentour. Puis moi, je suis un gars de la Montérégie. Puis ce que moi, je vois en Montérégie qui est le plus flagrant, c'est qu'il n'y en a plus de beaux bois, il n'y a plus de belles forêts. Les chevreuils sont sur le respirateur artificiel, ils vivent de l'agricole. Fait que ceux qui ont des forêts, là, surtout en bordure de l'Estrie, là, ou même le sud, là, vers Hemingford, ces choses-là, il y a encore des belles forêts, il en reste. Mais il faut les travailler, ces forêts-là, si on veut vraiment aider les chevreuils à avoir un meilleur cheptel en santé, etc. Là, on a beau planter des plantes à 28 de protéines. S'ils n'ont pas le couvert forestier et ils n'ont pas de la bouffe pendant l'hiver, on travaille, mais on n'obtiendra pas le résultat optimum. Il faut travailler sur tous les aspects. Tu avais un commentaire, Luc? Oui, et pour ajouter 2 choses à Guillaume, et c'est des bons points, il faut travailler toujours l'aspect qui est le moins présent sur le milieu. Une zone forestière, les champs nourriciers vont être une bombe. Dans un champ, dans une région agricole, l'aménagement de la forêt va être plus efficace qu'un champ nourricier. Fait qu'il faut toujours aller chercher ce qui manque dans son habitat à chevreuil. Une zone qui n'a pas de chêne, que tu te démarques avec une plantation de chêne, c'est clair que tu vas te démarquer solide. L'autre point que tu pourrais rajouter, là, c'est bon le fait d'avoir fait des half-cuts alentour d'un chêne. Les pommiers sauvages, que vous avez des pommiers, là, juste les récupérer de la même façon que Guillaume a fait, vous les libérez de ces arbres-là en faisant du hinge cut pour faire de la lumière sur le pommier. Et je vous le garantis, tout de suite, la saison qui va suivre cette intervention-là, votre pommier va te changer de pomme. Fait que vous faites une légère taille, vous faites de la lumière, puis le pommier va produire. Fait que c'est des petites choses qui coûtent pas cher, mais qui vont apporter un plus à votre biodiversité. Puis la biodiversité, c'est la base d'avoir une belle habitat à chevreuil. Ça prend de la forêt, ça prend de l'agricole, ça prend des pommiers, ça prend des chênes, ça prend des forbs, ça prend de tout. C'est ça qui fait que vous allez avoir plus de chevreuil. Fait que faut travailler les points faibles. Comme Guillaume m'a dit tantôt, je veux dire, tu ne rentres pas dans le bois, tu achètes ça, puis tu coupes tout. Là. Je veux dire, ça prend quand même une stratégie. Non, ça prend les bases. Là, non, mais la scie mécanique reste l'outil le plus important d'un gestionnaire de forme. S'il y a un outil, vous avez un choix. Là, dans tous les outils, vous avez un choix, puis c'est la scie mécanique que ça prend. Ben, c'est vrai, je veux dire, c'est l'outil de l'huile de bras, comme Guillaume y fait, puis de la scie mécanique. Moi, j'aurais quelque chose à vous demander, un ou l'autre. La prochaine fois que vous faites une taille de pommier, un court vidéo explicatif, parce que moi, tu sais, je suis pas j'en ai des pommiers sur mes terres, là, puis je les taille comme je pense les tailler, mais tu sais, d'avoir un exemple concret, là, clairement, là, de comment qu'on... Il y a un principe de base, là, c'est que tu veux faire rentrer le soleil dans le cœur de ton pommier. Fait faut que tu enlèves. Quand tu as des branches au centre qui se croisent, qui se tortillent, tout ça, quand tu ramasses un pommier sauvage qui n'a pas eu d'entretien, là, puis justement, tu es dans l'aubépine, toi, Raph, en Ontario, tu sais quoi je parle, tu as l'air de Jésus de Nazareth quand tu sors de là, parce que tu as essayé de nettoyer tes pommiers, là, ben c'est ça. Tu coupes tout ce qu'il y a alentour, puis 2 fois plus large parce que tu sais que ça va tout rembarquer dedans avec les lianes l'année d'après. Puis après ça, tu vas ouvrir ton centre. Tu vas choisir tes 2-3 belles grosses branches extérieures, là, puis tu vas ouvrir ton centre. Puis pas des coupes de billets, des belles coupes droites. Tu laisses un petit bout pas trop proche de l'autre branche pour que ça ait de la place pour cicatriser.
Puis là, ben, au niveau d'une vidéo, là, après ça, pour le ski de rajeune, là, ce qui ne fera pas de fruits ou ce qui est des, comment qu'on appelle ça, là, des têteux où il y a toutes sortes de noms. Ouais, c'est ça. Bref, je pense que notre ami Werab Bussière, à un moment donné, il en avait fait un vidéo, je trouvais ça intéressant. Il est assez bon, lui, avec ça, les arbres fruitiers. Là. Bref, ça se trouve assez facilement là, sur YouTube, un paquet de vidéos sur les arbres fruitiers. Je ne suis pas un expert. J'y vais à l'instinct. Moi-même, j'ai pris un peu une expérience à dire, bon, celle-là, ça a bien marché, l'autre, ça a moins bien marché, mais ça reste que si tu vas avec la base, rouvre ton centre, coupe les branches mortes, donne-y du soleil, puis après ça, l'année d'après, il explose, là, ça pousse, c'est fou, là, il sort des branches partout après, ça a l'air d'un cactus, là, tu sais. Je prends l'idée en ligne de compte, Raph, ma formation est là-dedans, moi, dans les arbres fruitiers, là. Parce que ça serait une vidéo qui ça l'aiderait tellement de monde, juste à avoir un visuel de OK, voici comment tailler. Puis ça se trouve en anglais, ça se trouve sur YouTube. Je n'avais déjà fait un, là, mais là, 10-12 ans. Fait que j'avais même pas les cheveux blancs encore dans ce temps-là. Fait que je vais en faire un autre. Je vais essayer de faire de quoi, là. J'ai plusieurs idées là, de vidéos, là. Mais ça, je le prends en note, puis je vais essayer de faire de quoi là-dessus. Ouais, ça pourrait être une idée à faire, c'est sûr et certain. Ouais. Luc, Guillaume, ça fait déjà 1 heure. On va. Guillaume, si jamais on veut utiliser tes services, est-ce que tu as une page Facebook, un site Internet? J'ai fermé mon site Internet. J'étais tanné de l'entretenir, une affaire tout le temps en train d'avoir un lien sur un site chinois. Là. Je me suis tanné. Je suis pas bien bon, puis j'ai pas de patience. Je suis tout capable de faire ça. Je l'ai fait moi-même, le site Internet, mais avec WordPress, mais je déteste ça au plus haut point. Fait que je l'ai fermé il y a 2 mois. J'ai juste arrêté ça. Puis c'est bouche à oreille qui fait la clientèle de toute façon. Fait que c'était une carte de visite plus que d'autres choses de site Internet. Écoute, pour être honnête, je suis pas mal booké. C'est sûr que quelqu'un m'appelle et dit je suis flexible dans la semaine. J'aimerais ça avoir une consultation, commencer un plan pour faire des travaux l'année prochaine. Ou me donner des pistes et dire engage-toi un bûcheron pour faire ça, ou commence par ouvre ça, fais-toi un chemin alentour ou quelque chose, un accès, faire une consultation, OK. Mais la job de chainsaw, là, j'en ai assez pour cette année. Fait que c'est ça, mais je refuse pas de jaser avec le monde, puis je donne des conseils gratis de toute façon, puis des fois, ça va être bien garde. Je vais y aller au mois de juillet, je vais avoir le temps, je vais au moins aller voir, puis faut pas que tu commences à faire des affaires à gauche, à droite sans avoir de plan. Ouais. Puis je te garderai du temps après. Des fois, après une première rencontre, ça clique, la personne je pose beaucoup de questions, moi, quand je commence avec un client. Ça m'arrive des fois de faire comme ça marche pas, c'est pas moi que tu as besoin. Là, je m'embarque dans des projets maintenant que je choisis, dans le fond, que je vois que la personne elle a la même vision. Je dis à quelqu'un que ça va peut-être prendre 3-5 ans arriver à des résultats parce que la Terre est à un point où est-ce qu'elle va avoir besoin de certains de temps. Là, c'est la nature. Des fois, c'est beau faire des interventions, mais tu n'as pas les résultats. Puis quand les gens sont prêts à embarquer dans ça, là, ça me motive. Là, je mets OK, je vais y aller. Là, ça me tente un peu plus. Mais j'offre pas de solution miracle en 2 jours, là, comme on dit. Là, mais ça me fait plaisir de jaser avec le monde. Puis quand je vois qu'il y a une ouverture, disons, ou une possibilité que ce soit un projet intéressant pour le client puis pour moi, j'embarque. Là, je me laisse tenter. Des fois, j'ai pas le temps puis je vais pareil. Là, donc, on invite les gens peuvent te contacter par Messenger, disons. Oui, Messenger, c'est plus facile, Facebook. Là, Raph, avant de commencer les questions, je ne sais pas si vous vous rappelez au dernier live, j'avais fait une offre pour les gens qui voulaient venir marcher sur mon terrain, faire une journée de chien. Là. Ça a marché, hein? Écoute, 24 heures, c'était plein. 24 heures, c'était plein. On a regardé une autre date avec Tommy parce que là, écoute, il y en a déjà 5 qui ont réservé pour la nouvelle date. Mais je fais une dernière offre qui est le 26 août. On va en faire une juste avant la chasse, un samedi 26 août.
Ça va être une journée qu'on va faire la tournée de la Terre. On va visiter les 6 sites qu'on a récoltés nos mâles matures. On va expliquer pourquoi on a mis les stands là, notre stratégie d'entrée, de sortie. On va regarder les chaînes qu'on a implantées. Les champs nourriciers. Champs nourriciers qui devraient être super beaux rendus là. On va regarder toutes les scrapes, les rubs, comment que les chevreuils voyagent. On va vous montrer l'importance d'avoir une belle structure d'âge pour que ça nous aide à mieux s'installer. On va vous expliquer comment faire un inventaire pour évaluer votre structure d'âge, votre densité, votre recrutement, votre ratio. On va tout vous expliquer comment faire ça puis comment évaluer l'âge de vos chevreuils à partir des dents. Écoute, c'est une journée, là, on part, là, une moitié de terrain un matin, on s'en vient dîner à la maison, on fournit le dîner, on fournit la boisson, on jase de ça, on repart l'après-midi dans l'autre côté. Quand vous partez de là, je vous le garantis, votre tête à bouillonne, puis vous avez plein de projets dans la tête. Fait que ceux que ça les intéresse, faites comme la dernière fois, communiquez avec nous par Messenger. Ça va être très rapide, je vous le garantis. Là. Si ça vous intéresse, tardez pas trop. Mais ça, d'ailleurs, on fait tirer une de ces journées-là à la grande finale, qui est d'une valeur de 300 $. Fait que ça, on en fait tirer une le 18 mars pour ceux qui veulent faire la chance de gagner ça. Là. Ça va être un beau prix. Participer à la finale. Absolument. C'est ce qu'on appelle un tout inclus dans le monde. Oui, monsieur. Super. Donc, on avait un petit bloc de questions juste avant. On va passer. Tu es allé rendre visite à notre ami Benoît Ferland. C'est justement en lien avec ce qu'on parle aujourd'hui, la publicité qu'on va présenter. Donc, good. On va avec ça. Salut tout le monde! Encore une fois avec mon commanditaire Coton Alain Ferland Sport. Le printemps approche à grands pas. On a une primeur cet hiver qui est le Premium Mix dans les semences. Tu as décidé d'offrir ça à notre clientèle ainsi que les salines. Benoît, vas-y, explique-nous ta commandite pour cette semaine. Premièrement, salut Luc! Très bonne idée. Écoute, on est rendu au printemps. C'est le temps des salines pour les chevreuils, les orignaux. C'est aussi le temps de penser à nos semences pour nos champs nourriciers. Depuis quelques années, ça augmente beaucoup, cette forme de fer-là. Puis c'est très productif. Puis Luc, avec les nouveaux produits qu'on offre sur les semences, on va vous offrir 15% de rabais sur tous les semences et aussi tous les produits de saline, que ce soit orignal ou chevreuil. Donc, Super. Vous avez juste à dire la classique Whitetail chez Ferland, c'est gagnant, puis vous obtenez 15% de réduction. Excellent. Fait qu'oubliez pas, venez encourager notre commanditaire et oubliez pas, c'est grâce à eux si on a une belle classique Whitetail. C'était vraiment en lien avec aujourd'hui. Hein? Ça va pas être mieux. Ça peut pas mieux tomber. Donc, c'est pour ceux qui préparent leur champ nourricier, là, on va procéder au bloc de questions. Dites-vous bien une chose, c'est que là, profitez-en, le 15%, il ne sera peut-être pas là quand vous allez être rendu un peu plus tard en saison. Donc, on va. C'est le temps de réserver. Il n'y a peut-être pas les semaines. Oui, c'est ça. Il n'y a pas les semaines, mais c'est le temps de réserver. Vous pouvez réserver. C'est important d'en parler en lien avec ça, Luc. J'achète un sac de semences printemps-ci. Au niveau de certains mélanges, est-ce qu'il y en a qui sont doivent être semés cette année ou c'est quoi la conservation? 2, 3, 4, 5 ans, tablette? Les grosses semences, le soya va être plus sensible. Je te dirais que le soya, 2 ans max. OK. Les autres semences, ça peut. Des fois, les gens vont dire hey, j'ai un deal, j'en ramasse, mais si ça fait 2 ans que le magasin est là, c'est peut-être pas la bonne idée. Là. Non, achetez-les à mesure. Puis le soya est le plus sensible. Mais la balance, c'est des semences qui se gardent quand même assez longtemps. Là. C'est surprenant. Là. C'est fait fort. 3-4 ans facile. Ah, OK, c'est bon. Raph, on va avec une question, les gars. On essaie de ne pas répondre à une question en 30 minutes. Là, on va essayer d'y aller avec un bit, parce que je pense qu'on en a pas mal. J'en ai plusieurs. Donc là, je suis reparti du plus haut que je pouvais. Puis on descend. C'est sûr, je vais essayer de garder vraiment ce qui est en lien avec les champs nourriciers, les semences, tout ça. Plus qu'il y a des questions par rapport à les chevreuils n'ont pas mangé telle ou telle affaire. Là, on va se concentrer vraiment sur les champs. Donc, on va commencer avec celle-là ici. Donc, Billy Champagne, j'ai un beau petit champ de 5 arpents entre 2 plantations d'épinettes. Quel produit se mixe bien pour traverser les saisons jusqu'aux rutes? Bien, il y a deux façons. 5 arpents, c'est quand même assez grand. Là. Je te dirais que tu pourrais faire l'équivalent d'un arpent en trèfle le long de tout le tour. Puis tu pourrais splitter tes 4 arpents, 2 arpents premium mix d'été, puis un 2 arpents premium mix d'automne
avec Bresca. Fait que là, tu viens de nourrir le chevreuil du printemps, aller jusqu'à l'hiver à la neige, en faisant comme stratégie. Si jamais tu as beaucoup de chevreuils dans ta région, ce que tu peux faire, c'est un tour de mélange de trèfle, faire un mélange d'été juin, à partir de fin mai, début juin, puis que tu détruis début août, fin juillet, début août, tu le détruis pour implanter ton mélange d'automne avec Bresca, qui ferait que là, tu aurais un catapin de mélange d'automne qui serait bon jusqu'au mois de décembre. Fait que c'est les deux stratégies que je verrais là, pour un champ comme ça. Parfait. Bon, là, on parle de grandeur de champ. Quelle grandeur vous pensez, les gars, qu'il faut au minimum avoir, tout dépendamment, évidemment, de la quantité de chevreuil qu'on a, mais pour une zone à faible densité, disons, la grandeur qu'on pourrait avoir versus une zone à forte densité, comment vous voyez ça de votre côté là, pour être capable de... C'est complètement le contraire. Moi, personnellement, je peux commencer parce que là, j'ai aimé ce que Raph a dit. Faible et forte densité, c'est totalement le contraire en réalité. La plupart des zones à faible densité sont en milieu forestier. C'est là que tu as besoin de plus de superficie. Ils sont tout le temps dedans. Le matin, le midi, le soir, ils détruisent ton champ. Fait que tu plantes un acre à Port-Neuf, dans une montagne, puis tu as 8 chevreuils, mais ils couchent dedans à longueur de journée. Ton acre, là, il ne fera pas la saison, oublie ça. Là, peu importe ce que tu sèmes, tu vas le semer 3 fois, puis il va être ça d'eau tout le long. Tu mets une cage d'exclusion, puis tu vois que ça pousse en masse, mais versus en agricole, forte densité, mais ils ont plein d'autres choses à manger. Ton mix d'été, peut-être que ton 1 acre, il va faire la job en masse versus en forestier, il ne fait pas la job. Fait que, puis ce que tu sèmes va définitivement, comme un peu Luc disait là, tantôt, va définitivement faire en sorte de définir si tes chevreuils vont l'utiliser ou pas. Si tu sèmes quelque chose qu'ils ont déjà, tu sèmes du soya à côté d'un champ de soya, puis tu sèmes relativement la même soya, ben il n'y a pas vraiment de différence. Si tu sèmes un soya plus tardif, comme Luc propose, ben là, quand l'autre soya va être brun, ben là, ton soya va être intéressant. Là, tu couvres un trou. Tu remplis un trou, là, tu as un intérêt. Fait que c'est pas vraiment une question de superficie, selon nécessairement la densité, mais plutôt la superficie de ce que tu vas planter. Si c'est vraiment efficace, ben souvent, une première année, on fait des tests. Là, tu dis, bon, je vais planter telle superficie, tu ne rouvres pas trop grand, parce que plus tu rouvres grand, ben plus tu as besoin de semences, plus tu as besoin d'engrais, plus tu as besoin de travailler, plus tu investis. Puis moi, personnellement, je préfère le plus petit champ possible ou plusieurs petits champs qu'une grosse superficie pour l'utilisation des bocs. Ils sont un peu moins nerveux à aller dans des petites superficies. Fait que moi, ce que je dirais à Ghislain, là, c'est que, premièrement, tu travailles avec le champ que tu as présentement. Ce qui va te déterminer s'il est assez grand ou non, c'est de l'essayer. Fait que la première chose, ce que je pense, c'est peut-être de travailler avec le premier mix d'automne avec Bresca qui ferait que dans mon premier mix d'automne, même si tu as une très, très forte pression, là, écoute, chez nous, tu ne peux pas avoir plus de pression que ça, il rentrait 40 chevreuils par soir dans mon champ. C'était rasé au couvert. Puis le mélange, la manière qui est faite, il va repousser sans arrêt. Fait que ton champ va être court, mais ils vont se tenir dedans pareil. Fait que ça va te déterminer que si ton champ est trop court toute la saison, mais là, moi, la deuxième saison, ce que je ferais, c'est que je ferais une implantation de trèfle. Une implantation de trèfle, tu n'as pas besoin d'avoir aussi grand. Tu vas fournir beaucoup plus ton chevreuil. Tu vas pouvoir te servir de ce petit champ-là pour faire des scrapes. Puis tu vas être capable d'être en mesure de nourrir ton chevreuil plus facilement qu'un mélange d'automne qui n'arrivera pas à fournir. Fait que la réponse, tu vas l'avoir en l'essayant. C'est la quantité de chevreuil qui va te dire si tu es trop petit ou trop grand. Fait que soit que tu agrandis tes champs ou soit que tu changes de mélange pour être plus performant. Parfait. Super. Quelle date qu'il faut planter les semences d'automne environ? Fin juillet, début août. Aussitôt qu'il annonce une pluie, là, fin juillet, début août, parce que c'est à partir de août qu'on commence à avoir des rosées. Fait que c'est le bon timing. Si on veut avoir du volume un peu, fait qu'il faut se donner une chance. Là. Mais je vous dirais que de fin juillet aller jusqu'au 10-15 août, c'est pas mal les bonnes dates là, pour faire ça. On peut se rendre jusqu'à fin août, là, mais la plante va juste être plus courte. On va avoir un mélange qui va pousser à 6 à 8 pouces au lieu de pousser à 12 à 15, 20 pouces. Là. OK. Puis on repart sur l'autre bord. Commencer un champ à mi-mai, est-ce que c'est trop de bonheur? Non, ça dépend du mélange que tu fais.
Fait qu'un mélange à mi-mai, mettons mi-mai, fin mai, là, l'important, à ce moment-là, c'est le mélange d'été qu'on va mettre. Le mélange d'été, c'est fait pour des plantes qu'il ne faut pas qu'ils gèlent. Fait qu'il faut attendre les risques de geler. Fait que fin mai, dans notre région ici. Sinon, un petit peu plus tard pour les régions plus fraîches. Mais mélange d'été, c'est parfait. Comme j'expliquais tantôt, ça va nourrir les mâles pour le développement de l'épanache, puis les femelles pour le lait, pour avoir plus de lait pour les veaux. Fait qu'un mélange d'été, dans ces dates-là, c'est excellent. Ou le mélange de soya, que si vous avez un problème de mauvaises herbes, vous allez pouvoir arroser puis contrôler les mauvaises herbes pour semer d'autres choses à l'automne qui va faire votre saison de chasse. Fait que 2 mélanges pour même un 3e mélange sans labo pourrait se faire aussi à partir de fin mai aussi. On a parlé gros de frost seeding. Je pense qu'il y a des gens qui étaient quand même intéressés. Puis on a ici André qui nous demande est-ce que c'est grave s'il y a des feuilles au sol en milieu forestier? Dans le fond, la base d'un champ nourricier, c'est faut au moins contact avec le sol. Faut que tu aies un contact. C'est sûr que si tu sèmes ça dans le forestier qui a plein de feuilles, c'est parce qu'il y a plein d'arbres. Donc, tu ne respecteras pas ton 4 heures d'ensoleillement. Fait qu'il faut toujours respecter les 4 heures d'ensoleillement, à moins que tu sois dans une petite traite pas large, puis que là, tu as beaucoup de feuilles qui tombent sur place. Mais respectez le fait que ça prend, il faut que vous voyez de vos yeux, il faut voir du sol. Si vous ne voyez pas de sol, la semence ne pourra pas se rendre, ça n'aura pas le même effet. Là. Moi, personnellement, Luc, le frost seeding, je n'en fais pas en milieu forestier parce que je veux pas. C'est ça qui arrive l'automne, les champs se remplis de feuilles. Là, c'est surtout, mettons, coller sur une érablière, là, puis le vent poigne là-dedans. Là, tu as un tapis de feuilles d'un quart de pouce. On oublie le projet pour le frost seeding. Puis de toute façon, ça a ses bénéfices, là, mais c'est vraiment pas une technique qui est obligatoire à utiliser. Là, surtout, tu me parles de mix de trèfles, là, surtout quand tu as plusieurs espèces de trèfles différentes, avec des trèfles qui drageonnent, là, qui repoussent là, au broutage, ces choses-là, c'est des trèfles qui vont ramper, ils couvrent le sol déjà. Tu n'auras pas des grosses patches. En mettant un petit peu de chicorée dedans, on règle le problème. Des fois, les gens arrivent au printemps et ils regardent leur champ de trèfle qu'ils ont semé l'année d'avant et font comme ça pousse pas, c'est laid. T'sais, des fois, la patience, ça paye. Là, souvent, tu attends 2 semaines, puis là, tu fais comme oh shit, OK, là, c'est tout couvert partout. Il y a des plantes qui vont prendre beaucoup d'expansion, là, comme la chicorée. Fait que des fois, on a l'impression que le champ il fait dur là, au printemps. Faut attendre. Faut attendre souvent la mi-juin avant vraiment voir qu'est-ce qu'il va avoir l'air. Le secret, là, des fois, tu peux avoir des champs qui est vraiment surpiétiné parce qu'il y a beaucoup de chevreuils. Le trèfle, il est magané, il est mangé, puis là, vous voyez du sol. Si vous voyez du sol, fine, vous y allez en saison gel-dégel, parfait. Si c'est vraiment bien couvert de feuilles, puis qu'en dessous, vous voyez qu'il y a beaucoup de trèfle en attente, laissez aller ça, puis ça va pousser, il n'y aura pas de problème. Là. Super. On avait une question par rapport à la chaux ici. Alain Paquette. Bonjour Alain, commanditaire. Peut-on chauler le même printemps qu'on sème? Aucun problème. Aucun problème. Il y a 2 types de chaux. Tu as la chaux granulaire et la chaux en poudre. La chaux granulaire ne sert pas vraiment à corriger le pH, va servir plus à apporter du calcium pour les plantes l'année même. La chaux en poudre, elle va travailler à plus long terme. Ça peut travailler sur 2, 3, 4 ans, tout dépendant de la granulométrie de la poudre. Mais l'important, c'est de l'incorporer au sol. Ça, c'est important parce que de la chaux, c'est pas très, très mobile. Ou bien non, si vous faites des semis directs, vous pouvez le mettre sur le sol. La vie microbienne va vous l'amener dans le sol, c'est pas un problème. Mais oui, on peut le faire le même printemps. De la chaux, c'est pas salin comme un fertilisant. Il n'y a rien de dommageable avec la chaux. Là. C'est une pierre. Là. C'est une pierre broyée. Il n'y a aucun problème avec ça. Là, par contre, ce que je peux dire, c'est la chaux. Allez-y pas trop raide. Là. Tu sais, des fois, là, on a un pH qui est très bas et on veut le corriger en 1 an. Là. Ça donne absolument rien de mettre des doses au-delà de 3 tonnes à l'autre. Ça donne absolument rien. Allez-y graduellement. À tous les 2-3 ans, mettez un petit 2 tonnes de chaux jusqu'à temps d'atteindre vos objectifs. Mais tu sais, l'objectif n'est pas d'atteindre des 7 de pH là, dans les champs nourriciers. Là. À 6.2, 6.3, 6.4, c'est excellent. C'est excellent. Super. Zone humide ou inondée partiellement au printemps, des idées ou des semences particulières? Est-ce que ce serait l'endroit idéal pour faire un champ? Il y a une chose que vous pouvez essayer, c'est le mélange de trèfle. Si le trèfle ne passe pas, il n'y a rien qui passe.
Fait que ça va être votre test. C'est pas compliqué. Le trèfle, c'est une plante qui résiste bien à l'inondation de printemps un peu, mais maintenant, ça prend un minimum de drainage, mais c'est des racines très superficielles, hein, le trèfle, surtout les trèfles blancs. Fait que les zones humides, les terres noires, les zones humides, le trèfle peut faire la job. Moi, j'ai déjà semé, Luc, dans le fond, une bande qui était à côté d'une rivière qui déborde au printemps. Mais c'était pour moi personnel, c'était même pas pour un client, ça a été dans une terre que je la chasse encore d'ailleurs. Mais bref, la seule chose que je réussissais à faire pousser de façon efficace, c'était un 100% chicorée. Les racines étaient assez fortes, qu'ils ne se balayaient pas, ils ne pourrissaient pas avec la crue du printemps. Puis ils ressortaient à tous les ans, puis elle venait en fleurs, puis tout, je chopais mes fleurs, puis elle venait plus forte. Puis, tu sais, je l'ai tiré. Là, je le fais plus, ce champ-là, parce que j'ai dérogé vers de. J'en fais un autre un peu plus loin, là, puis là, j'ai de l'outil. Dans ce temps-là, j'avais pas beaucoup d'outils, fait que ça allait bien sur le bord de la rivière. Mais tu sais, ça a duré un bon 5-6 ans, là, mon mélange de chicorée. Il revenait. Fait que, tu sais, c'est une laitue, fait que je dirais que le trèfle aussi, là, donc. Le trèfle peut bien faire aussi, mais au départ, j'avais semé un mélange trèfle-chicorée, puis il y a juste la chicorée qui revenait. Fait que peut-être un test à faire. C'est bizarre. Mon trèfle semblait pourrir ou se noyer, je ne sais pas, mais c'est bizarre parce que c'est un test. Là, ouais, parce que normalement, le trèfle, c'est plus résistant que la chicorée à ce niveau-là. Je trouve ça bizarre un peu, mais... on la semaine dans les chemins, puis ça pousse d'un trou d'eau, le trèfle, mais à cet endroit-là, comme je te dis, c'était vraiment une inondation une fois par année. Tu sais, dans le fond, juste la crue, puis ça s'en allait tout, puis ma chicorée faisait super bien, ça faisait une belle grande patch de laitue verte. C'est quand même spécial. C'était pas une place que quand il mouillait, ça revenait mouillé, tu sais, ça restait humide, mais ça faisait pas de flaque d'eau, là, donc. Mais Steve, pour répondre à ta question, là, fais le test avec un mélange de trèfle chicorée, puis implante-les l'automne avec un mélange d'automne, pour être certain, admettons, que le trèfle s'implante sans mauvaise herbe. Mais le trèfle, ça va être la plante qui va résister le mieux. Là. Effectivement, oui. Super. On a ici Yannick qui nous demande, je commence 3 champs nourriciers ce printemps. C'est présentement de la mauvaise herbe principalement. Est-ce que je dois commencer par du Roundup pour détruire ce qui était là avant? Écoutez, des vieux champs à friche, tu n'as pas le choix de partir à quelque part. Là. Du chien dent, là, tu ne détruis pas ça en travaillant le sol. Oubliez ça. Tu le multiplies. Ouais. Fait que tu n'as pas le choix à un moment donné. Puis là, je veux bien faire comprendre des choses aux gens. Là. Le Roundup, là, c'est probablement l'herbicide le plus doux qu'on n'a pas dans toute l'industrie agricole. OK? Retenez bien ça, là. C'est probablement le produit le plus doux des herbicides qu'on a en agriculture. Fait que quand les gens, il y a tellement eu une mauvaise presse là-dessus, là, le problème du Roundup, c'est pas le Roundup en tant que tel. C'est le travail du sol qu'on fait. Le travail du sol, le sol s'en va dans le ruisseau par érosion, transporte du Roundup dans le ruisseau, va dans la rivière, puis là, on pollue nos cours d'eau avec ça. Le problème, c'est pas le produit. Le problème, c'est notre travail du sol. Fait que le produit en tant que tel, si vous ne travaillez pas votre sol puis que vous n'êtes pas collé sur un plan d'eau, il n'y a aucun problème avec ça. Puis faites-le dans des conditions raisonnables. Puis ça, on va être là pour aider les gens dans ça, mais le Roundup n'est pas nocif, puis ça prend ça pour partir la machine. Puis après ça, comme on expliquait avec Guillaume, de voir des techniques de semis direct, que ce soit avec un semoir ou sans semoir, éventuellement, on va être capable de travailler pour pas que la mauvaise herbe revienne. Éventuellement, de mettre une dose de Roundup sur 4, 5, 6, 7 ans. Ouais. Et je vis très bien avec ça, dans des doses très normales. J'ai aucun problème avec ça, mais il faut le faire de façon intelligente. Les gens en mangent de toute façon sans le savoir. Comment? Les gens doivent en manger sans le savoir. Nos bons producteurs de blé canadien en utilisent en masse. Donc, ouais, ça commence à être plus sévère, là, par exemple. Ouais. Il y a des contrats à cette heure, les contrats se donnent avec pas de Roundup dessus, sinon ils ne vendent pas de blé. Là. Ah bon. Mais non, il y a eu de l'abus, puis c'est important que les gens mettent le culotte là-dedans. Sauf qu'il ne faut pas virer l'autre bord non plus. Là. Le Roundup, c'est un excellent outil pour travailler avec. Il faut le faire intelligemment, c'est tout. Moi, Luc, la seule bémol que je mettrais à ça, c'est que j'ai été obligé, moi, de travailler sans pesticides à beaucoup d'endroits. Puis,
J'en suis venu à quasiment aimer ça, pas travailler pas de pesticides, parce que c'est une étape de moins. Mais ça ajoute d'autres étapes. Puis, je dirais, c'est des champs nourriciers qu'on fait. OK? Si vous travaillez votre sol, parce que c'est la méthode traditionnelle la plus simple avec des disques, OK, bien simple. Si vous travaillez votre sol, vous allez avoir de la mauvaise herbe. Si vous retravaillez votre sol avant que ça graine, vous allez en tuer un autre, puis un autre batch, puis un autre batch. Puis à force de travailler votre sol, si vous n'avez pas un paquet de mauvaises herbes qui alentour, là, qui viennent, on peut dire, contaminer votre sol à chaque année, là, vous allez, au fil du temps, quand même diminuer de plus en plus la part de mauvaises herbes. Si vous faites des semis aux bonnes dates, que vous semez dans les bonnes conditions, puis que vous acceptez de vivre avec un peu de mauvaises herbes, que bien souvent les chevreuils mangent, là, parce que moi, quand l'herbe à poux elle sort dans le champ, les chevreuils mangent l'herbe à poux. Fait que, il faut apprendre à vivre avec la mauvaise herbe. C'est un champ nourricier, on ne fait pas de l'agriculture, de production de masse, etc. Là, donc, tu sais, si quelqu'un veut de l'esthétique, tu n'as pas le choix. Mais si tu es prêt à dire, bon, moi j'ai 20-25% de mauvaises herbes dans mon champ de trèfle, puis avant qu'elle graine, je vais me faucher ça m'a topé mes fleurs de trèfle, ça va. C'est parfait, là. Pas besoin de faire de Roundup. Vous le fauchez 2 fois par année, puis... Mais il faut faire attention. Il y a une différence entre des mauvaises herbes annuelles et des mauvaises herbes vivaces. Et c'est là qu'on intervient. Des annuelles, là, le chevreuil, il adore manger ça. Que ce soit l'amarante, le chénopode, l'herbe à poux, ils vont manger des Forbes. C'est riche en protéines. Un kénopode va avoir au-dessus de 30% de protéines là-dedans. C'est super intéressant, là. La veste. Sauf que, tu sais, là, puis tantôt tu disais, Guillaume, de brosser le sol, puis les banques de semences vont se baisser. Je mets un bémol là-dessus. Tu vas te brosser longtemps en tabarouette avant qu'il n'y ait plus de semences de mauvaises herbes dans le sol. Oubliez ça. C'est pas une technique pour baisser. Ça ne marchera pas. La seule chose qui va fonctionner, c'est de, premièrement, éliminer les vivaces, comme le chien dent. Ça, c'est important. C'est le chien dent le problème. Le chien dent, lui, il va revenir continuellement quand même que tu vas vouloir, ça va tout étouffer. Tu pars juste avec ça, puis après ça, si tu ne travailles plus ton sol, puis que tu gardes toujours du résidu au sol pour faire un paillis, là, tu viens juste d'endormir toutes tes mauvaises herbes, tes endormes toutes. Il y en a plein, là. Tu vas avoir des milliards de semences de mauvaises herbes, mais ils n'auront pas la chance de se développer. C'est là que la stratégie devient intéressante. Fait qu'on fait des montées de semences, on sème à voler, on fauche, on laisse ça pour faire un paillis. Ta semence qui est sur le sol germe, elle va passer au travail, puis tes mauvaises herbes n'ont pas de chance. Ça, mais il faut partir à quelque part si tu veux avoir du succès. Je veux semer du soya, je fais quoi? Semer du soya? Sans travailler mon sol. Ça prend un semoir. Oui, c'est ça. J'ai pas de semis direct. Je veux semer du soya. Je veux pas travailler mon sol. C'est ça. C'est toujours ça le dilemme. Là. Mais ça, écoute, ce que tu peux faire, c'est que dans un... je le sème à voler. Comment? Moi, je le sème à voler. Oui, mais tu travailles ton sol. Ben, pas beaucoup. Ben, je passe les disques avant, là. Non. Ce que vous pouvez faire, ce qui pourrait être essayé... c'est ça. Ce qui pourrait être essayé, c'est de semer un sec d'automne, mettons comme on a du sec d'automne dans le mélange d'automne, de le semer plus fort en sec pour qu'au printemps, le sec décolle très rapidement, étouffe la mauvaise herbe. À un stade précis, vous savez qu'il annonce 2 jours de pluie, là, bien, vous semez à voler votre soya dedans, vous fauchez votre seigle, vous le fauchez, mais à ce moment-là, tu es obligé d'attendre plus tard. Il faut t'attendre fin mai, début juin pour que l'épi du seigle sorte. Si l'épi du seigle ne sort pas, le seigle va revenir continuellement. Si l'épi est sorti, qu'il n'a pas pollinisé, vous semez à voler, vous fauchez, vous passez un rouleau là-dessus 2-3 fois pour avoir un bon contact, juste avant une pluie, j'aurais confiance que le soya pourrait faire de quoi. Ouais, moi, j'ai essayé, ben, personnellement, je suis capable de le faire parce que, tu sais, dans le fond, c'est toi qui, quand tu gères ton temps, tout, mais quand j'essaie de l'expliquer à un client, sa femme a voulu aller au chalet la fin de semaine qui aurait dû le faucher, puis là, il a passé. Je fais une blague, là, mais c'est parce que ça devient une science très, très précise quand on essaie de ne pas utiliser de pesticides, d'herbicides,
puis de ne pas utiliser puis tu n'as pas un no-till. Tu n'as pas là, semi-direct, c'est sûr que c'est la solution miracle à tout. Là. Je veux dire, tu peux te faire de l'intercalaire, tu peux tout faire avec ça, c'est incroyable. Mais on s'entend, c'est pas 90% du monde qui vont utiliser ça. Là. Non, mais rendu là, c'est des choix. C'est des choix du client. Nous autres, notre rôle, c'est de le conseiller là-dedans pour qu'il y ait du succès. Rendu là, c'est au client de dire oui, moi je veux le faire, mais on va y expliquer comme il faut. Ouais. On a des solutions un peu à tout. Il y en a qui fonctionnent mieux que d'autres, mais on l'explique au client, puis le client, lui, il a le choix de choisir la technique qui est la best. Entre toi et moi, Luc, je pense que c'est intéressant là, pour les gens. Là, on discute comme ça, puis il y a plein de choses à apprendre encore, mais à la base, quand on sème des mélanges comme ton mélange d'automne, des mélanges de mix d'automne avec brassica, ces choses-là. Si on travaille notre sol, si on contrôle les mauvaises herbes, par exemple, la personne a dit « Moi, je ne sème rien ce printemps, je n'ai pas de temps, peu importe. » Là, ça sort, il fauche, ça ressort, il fauche, il arrive au moment de semer, il travaille son sol, il sème tout de suite, il y a une pluie. On sème des annuelles qui poussent quand même rapidement. Il va y avoir un petit pourcentage de mauvaises herbes dedans, mais tu peux avoir des très, très bons résultats sans herbicide en semant des annuelles. C'est sûr qu'avec le trèfle, c'est beaucoup plus difficile. Ou semer au printemps, c'est beaucoup plus difficile parce que là, tu as toute la saison, tu as tous les semis qui veulent sortir. Mais quand tu sèmes fin juillet, début août, là, des annuelles, casse-toi pas la tête avec les mauvaises herbes, travaille, puis sème tout de suite. Donne pas de chance à tes mauvaises herbes de sortir. Les annuelles qu'il y a dans les mix, ça sort vite. Puis ils vont faire compétition. C'est pas idéal, mais ça fait une job quand même très belle pour les chevreuils. N'oubliez pas une chose, quand vous travaillez votre sol au mois de fin juillet, début août, les journées raccourcissent, puis la mauvaise herbe le sait qu'elle n'aura pas le temps de se rendre à la graine. Fait qu'il y a beaucoup moins de mauvaises herbes ils tombent en dormance, il y a beaucoup moins de mauvaises herbes. Je ne dis pas qu'il n'y en aura pas, mais il va y en avoir beaucoup moins. C'est pour ça que le seul gros problématique qu'on vit au Québec, c'est dans les vieux champs, c'est le chien dent. Plus vous allez travailler le chien dent, plus vous allez le multiplier. C'est comme ça. Puis c'est une plante qui est très profonde dans le sol avec des rhizomes. C'est bourré de racines. C'est pas. Il y a une façon de l'éliminer. Ben, c'est un super de bon point que tu amènes, Luc, dans le fond. Là, puis là, je m'entends dire à du monde, des fois, c'est plus facile de bûcher puis de sortir les souches que de travailler un vieux champ. Parce que dans la forêt, ben, tu vas dire, ça prend de la machinerie, mais dans la forêt, la banque de semences, en général, c'est des arbres. Puis ça pousse pas vite. Fait que tu pars ton champ nourricier, tu n'as pas besoin de travailler, tu piches de la semence, ça pousse. Tu as juste souvent le pH qui a travaillé, mais à part de ça, là, tu ne te bats pas avec grand-chose. Là. Versus ton vieux champ, là, ta vieille friche, là, moi, on dit que la couenne, des fois, est dure, puis là, tu commences à travailler, puis là, tu descends, puis tu es rendu à 1,5 pied, puis c'est dur comme de la roche. Puis mais là, je peux te dire une affaire. Un champ qui a une grosse couenne de même, là, c'est un champ fertile. Il est juste plein de mauvaises herbes, mais c'est un champ fertile. C'est ça, ça pousse, mais ça demande toutes les autres étapes. On va arriver avec des techniques, puis on va trouver des façons de faire, mais il y a des façons de faire, mais ça dépend du besoin du client, mais on va être là pour les conseiller du mieux qu'on peut. Là. Super. Une dernière petite question, les gars, ça va vite, puis ça fait déjà 1h30 que ça roule. Donc, ici, quel serait le meilleur mélange premier mix pour une trail de 1000 pieds de long en pleine érablière avec 4 heures de soleil? Ça dépend toujours encore de ta densité de chevreuil. Moi, je pense que à la base, tu essaies tout le temps un premium mix d'automne. 4 heures de soleil, c'est peut-être limite un peu. Le mix de trèfle dans les trails, Luc, c'est comme c'est une bonne base, là, tu sais. Moi, j'aime ça. Moi, le mélange de trèfle pour faire mes scrapes, là, c'est pas large. Je fais des scrapes là-dessus. Puis le mélange revient régulièrement. Le trèfle résiste bien à l'ombrage. Si vraiment tu as un 4 heures de soleil, moi, je pense que le mélange de trèfle, effectivement, serait un des meilleurs mélanges. Ah, puis si c'est un chemin que, pour X raison, il passe 1 ou 2 fois dessus avec son 4 roues, ça sera pas bien grave, ça va, versus si tu passes ton brassica, t'es... Fini. C'est ça. Il y a beaucoup de questions. Donc, je pense qu'on ne pourra pas répondre à tout le monde, malheureusement. Là, on en a fait une coupe. On a vu un peu le topo. C'est gros des cas comme... C'est du cas par cas. En voulant dire, moi, j'ai telle affaire, c'est quoi qui serait le mieux?
Donc, je pense que la meilleure chose à faire, ce serait d'aller directement sur le site de Premium Mix, poser vos questions. Si vous avez des questions vraiment par rapport à votre habitat, votre type de sol, si vous avez des questions par rapport à l'aménagement forestier, Guillaume Paquette est là pour vous répondre. Vous avez besoin de... Guillaume, tu pourrais charger au conseil aussi rendu là. Non, du conseil. Je ne suis pas rendu là et je ne serai jamais rendu là. Ça reste encore une passion, puis je fais ça parce que j'aime ça, parce que oui, je charge pour une consultation, mais quand je suis rendu à charger, en général, j'ai déjà parlé 3 heures avec le client. C'est bon. C'est gratis les premières 3 heures. Pas de problème. Donc, écoutez, il y a bien des choses. J'ai comme un peu stimulé le questionnement par rapport à comment je fais mes champs. Moi, de mon côté, c'est parce que j'ai de la terre noire, donc je n'ai pas besoin de travailler le sol énormément pour que ça fonctionne. Donc, c'est vraiment propice à chaque personne. Puis moi, plus je travaille le sol, plus j'ai de la mauvaise herbe qui ressort parce que j'ai de l'ortie royale. L'ortie royale qui pousse de façon intense. Donc, il faut que je fasse comme Luc explique les techniques à Luc, c'est-à-dire que il faut que je plante de quoi au printemps. Exact. Il faut que je plante de quoi au printemps qui vient contrôler tout ça. Donc, ces techniques-là, les gens de Premium Mix sont qualifiés pour vous répondre à ça. Puis, c'est peut-être même Luc qui va vous répondre directement. Donc, il y a des bonnes chances. Fait que si vous avez un projet, venez écrire sur Premium Mix, on va communiquer avec vous, puis on va vous prendre en charge, puis on va s'arranger pour que vous ayez du succès. Fait que ceux qui veulent commencer des champs nourriciers qui n'ont jamais fait ça, bien, comme Luc vient de le dire, écoutez, ça ne sera pas juste, comme je l'ai dit tantôt, là, je reviens souvent avec ça, mais ça ne sera pas juste un sac qui vous vend. Là. Quand tu rouvres le sac, il va y avoir d'autres choses qui viennent avec. Là. Puis, connaissant Luc, tu sais, regarde, on a passé 1h30, là, puis on n'aurait pas passé un autre 6-7 heures, puis je pense qu'on n'aurait pas fini avec Guillaume non plus. Ah, mais il y a de quoi qu'on peut mentionner. On va en avoir un live Premium Mix. Oui, c'est vrai. Puis c'est Raph qui va l'animer pour ça. C'était quelle date déjà, Raph? Ben, la date n'a pas encore sorti, Luc. Fait que j'attends mais ça va être en avril. Mais c'est à l'œil. Ça va être dans le mois d'avril. Fait que suivez ça sur Premium Mix. On va faire un live. Fait qu'on pourra peut-être parler un peu moins dans ce live-là puis vraiment répondre à toutes les questions. Gardez-la en banque. Vous viendrez nous voir, puis là, on va vraiment prendre le temps de répondre à un maximum de questions. Les gars, ça fut un réel plaisir de vous parler. C'est tellement de part et d'autre. C'est que quand on est passionné de la chasse au chevreuil, ces deux domaines-là que vous nous avez parlé aujourd'hui, ça fait partie intégrante, surtout quand on peut travailler, quand on a une terre à nous, le propriétaire nous donne accès à faire ce genre de travaux-là. C'est pas donné à tout le monde d'être capable d'avoir une terre sur laquelle on peut faire ça, mais si vous avez la chance, ben, Colin, c'est un bel outil. Autant exact. C'est vraiment plaisant. On vous remercie tous et toutes d'avoir été là. On va se laisser sur le teaser parce que, veux pas, la finale, c'est pas en fin de semaine, c'est l'autre. J'espère que vous allez être là en grand nombre. Jusqu'à date, la vente de billets va super bien. Je vous le dis, j'ai toutes vu les vidéos puis vous ne serez pas déçus. On a tous et toutes, chacune des équipes a une histoire à raconter puis elle vaut la peine d'être écoutée. Donc, sur ça, et on a aussi, avant, Raph, la semaine prochaine, on a notre dernier live. Ben oui. Toutes les équipes vont être là. Là, on brainstorm savoir qu'est-ce qu'on va faire un peu. Fait que, tu sais, j'invite les gens, s'il y a quelque chose que vous aimeriez, peut-être qu'on regarde la semaine prochaine, peut-être nous lancer un peu l'idée, puis on verra. Fait qu'on brainstorm vraiment là-dessus, savoir comment on va présenter ça. Là, toutes les équipes vont être là. J'espère que ça va être... le final. Ouais, c'est ça. Là. Un petit peu de technologie, là, ça ferait du bien, mettons, avant un classique. Là. Je pense que Guillaume il est déjà prêt. D'après moi, il y a déjà une liste au complet. Là. Fait que... Bon, ben, ça marche. Merci à tous. On se revoit la semaine prochaine. Salut. Super. Première étape, ouverture de la saison de chasse au chevreuil. Le classique Whitetail est officiellement commencé. Moins 28 ce matin. Le maximum de l'annonce, c'est moins 18. Dernière passe de soir pour moi. Je sais que c'est là que ça se passe.
je chasse sur tes traces, puis mon instinct me dit que c'est ici qui passe.